Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immedia, hym.media. Laurent Fent avec vous pour un nouvel espace thérapeute où j'ai le très grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Sylvain Vouillon. Sylvain, bonjour à toi. Bonjour. Sylvain, tu es hypnothérapeute, tu proposes aussi un accompagnement en éveil de conscience, on pourrait peut-être aussi parler de coaching, on va voir un petit peu pour ce qui est des définitions diverses et variées. En tout cas, tu l'as intitulé, alors, pas tant toi, alchimie émotionnelle, on va avoir l'occasion de parler de tout ça. Pour ceux et celles qui désirent suivre cette interview en allant visiter le site de Sylvain, www.sylvainvouillon.fr. Sylvain Vouillon tout attaché, Vouillon que je vous appelle, V-O-U-I-2-L-O-N. C'est bon? C'est parfait. Ok, super. Sylvain, donc, alors, comme à mon habitude, dans le cadre de cette émission, on va pouvoir aborder les différentes pratiques que tu proposes aux internautes, mais en même temps de pouvoir suivre ton parcours, parce que toujours intéressant de savoir qui se trouve derrière la casquette de l'accompagnateur, du thérapeute. En l'occurrence, tu viens d'un tout autre milieu. Et puis voilà, la magie de la vie opérant, tu vas nous expliquer tout ça. On en a parlé en aparté de cette émission. Je trouvais ça super intéressant. D'ailleurs, parcours qu'on peut retrouver partiellement sur ton site internet, puisque tu écris d'où tu viens. Et on pourrait dire, mais mince, Sylvain vient du milieu judiciaire. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est vraiment le terme adéquat, puisque tu étais avocat. Mais en l'occurrence, on pourrait peut-être pour certains dire, mais entre s'occuper de justice en étant avocat et puis aujourd'hui être thérapeute, c'est deux mondes totalement différents. On pourrait de surcroît se dire, bon, entre l'argent et l'honorabilité sociale que peut revêtir la robe, et puis celle du thérapeute, j'allais dire dans son coin qui œuvre à ses occupations, c'est vraiment deux mondes. Et surtout que tu avais tout pour te lancer et tu as changé, j'allais dire, assez radicalement. Et radicalement, c'est moi qui utilise ce terme, parce que tu me faisais remarquer que finalement, entre l'avocat et puis le thérapeute, il n'y a pas tant de différence que ça. On peut aussi y voir pas mal de points communs. Donc tu vas avoir l'occasion de nous en parler. J'aimerais que tu puisses nous dire un petit peu donc, dans quel cadre familial de prime abord tu as grandi. Est-ce que quel milieu aussi socioculturel, c'est aussi intéressant par rapport à tes croyances dans lesquelles tu as pu recevoir de par ton éducation familiale ou notamment à l'école, etc. Donc on va commencer par là si tu le veux bien. Donc Ok. tu nous viens d'Auvergne. Oui, tout à fait. Je suis né à Vichy, dans l'Allier, qui se situe en Auvergne, dans une famille de 2 enfants. Ouais, je suis le plus jeune. J'ai mon grand frère Sébastien, et je suis donc le plus jeune. Et d'une famille ouvrière. Mon père était cuisinier, boulanger-pâtissier, cuisinier, et ma mère femme de ménage. Et elle l'est toujours d'ailleurs. Alors, est-ce qu'on peut penser que la voie des études ou de grandes études, c'était une volonté qui t'était propre? Oui et non. Entre les deux, mon père m'a beaucoup poussé dans la voie des études. Voilà, pour lui, le travail c'était très important et je pense comme il n'a pas eu l'occasion de pouvoir faire les études que lui aurait peut-être souhaité faire lui-même, il m'a poussé moi à le faire, quoi. Et ça m'allait très bien. Je n'aimais pas particulièrement l'école, mais je réussissais facilement. J'avais des facilités, des facultés. Et j'aimais bien, ça m'extirpait un peu aussi du contexte familial. Donc moi j'aimais bien aller à l'école. Enfin, oui. J'aimais bien découvrir autre chose, j'aimais bien l'école, même si très vite, bon, je dois à l'école une grande ouverture d'esprit, une culture, d'avoir rencontré d'autres personnes, de m'être extirpé de mon milieu social. Après, il y a beaucoup de choses que je pourrais critiquer de l'école et de mon Alors processus. pourquoi t'être orienté vers le domaine de la justice et pourquoi pas, je sais pas, médecin, ingénieur Ben alors ça reste un mystère. Alors j'ai beaucoup questionné ma mère, parce que de toute façon je me pose beaucoup de questions depuis que je suis tout petit. Et il semblerait qu'un jour à 7 ans, à 7-8 ans, je sois revenu d'une réunion, vous savez ces réunions, tu sais Laurent, ces réunions des métiers. Il y a comme une organisation, il y a une journée où on peut découvrir des nouveaux métiers. Et moi j'avais découvert une avocate. Et cette avocate m'avait dit, oui, moi je peux défendre des enfants. Vous, les enfants, vous avez des droits. Et vous pouvez être défendu si ça se passe pas bien à la maison par un avocat. Et là, je me suis dit, waouh,
Elle était belle, cette avocate, elle avait la robe de l'avocat, et elle défendait les enfants comme moi, qui pouvaient ne pas être entendus, ne pas être vus, et elle venait m'annoncer qu'on avait des droits. Alors pour moi, l'avocat, c'était le super-héros, voilà, avec sa robe, qui était la voix et l'oreille de quelqu'un qu'on n'entend pas forcément, ou peu, et pour moi, ça a été une révélation. Et du coup, je suis revenu de l'école, et j'ai dit à ma mère, je dis, maman, je veux être avocat. D'accord. Alors Donc, elle, tout étonnée, elle s'est dit bon bah pourquoi pas. Je sais pas d'où ça lui sort, mais pourquoi pas. en l'occurrence, lorsque tu es plus jeune, donc là tu nous parles déjà de l'âge de 7 ans, donc c'est intéressant qu'il y ait cette impulsion qui vienne. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le milieu ou le climat de la famille? Qu'est-ce qui a été inculqué comme valeur forte? Oui, je dirais que la valeur principale, c'est la valeur travail. Mon père me disait toujours travail, travail, travail. Si tu veux avoir une belle vie, il faut travailler dur, faire des études. Voilà, faire des études, ça c'était important. Ouais. C'est vraiment le triptyque travail, études, argent et voilà et bonheur. Je dirais même bonheur. Ouais. Gagner de l'argent, pas forcément gagner de l'argent. Travailler, faire des études, avoir un beau métier. Voilà, c'est avoir un beau métier pour être heureux. Ça c'était important dans ma famille. Et qu'est-ce qu'il en était de la part, on va dire, spirituelle, compassionnelle, l'aide aux autres, peut-être religieux, qui ont été des valeurs aussi qui t'ont accompagné? Alors la part spirituelle, elle est compliquée à trouver. Dans ma famille, on n'est pas vraiment spirituel. On traditionnellement religieux, mais plus par tradition que par vocation et par croyance. Par contre, on est beaucoup dans l'aide. Ma mère, et je pense que j'ai tiré ça de ma mère, une grande écoute, une grande connexion à l'autre, s'intéresser à l'autre, l'écouter, le questionner. Ça, je pense avoir hérité ça d'elle, oui. Ouais, d'ailleurs, aujourd'hui, tu fais de l'accompagnement aux mourants. Tout à fait. C'est pas rien que de faire ça, alors bénévolement, hein, pour le coup. Oui. Je le précise parce que c'est super intéressant et la fin de vie est un passage initiatique important. Donc que tu aies décidé cette position-là ou l'aide que tu peux apporter dans ce cadre-là dit aussi beaucoup, je pense. Donc voilà, je tenais à le préciser. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu, parce que tu nous dis que finalement la spiritualité n'avait pas vraiment de place au sein de la famille, bon ça je peux l'entendre. Est-ce que, on va dire, le questionnement qui a été le tien et qui t'a ouvert au changement était propre, ou est-ce que c'est quelque chose qui est issu de la famille en général? On est peut-être engagé politiquement, syndical ou autre, même si on n'a pas fait de hautes études, on peut très bien avoir envie de répondre à des questions d'ordre existentiel, tout simplement, qu'elles soient idéologiquement orientées politiques ou spirituelles ou que sais-je. Moi, mon questionnement est totalement propre, parce qu'il y avait très peu... Si l'idéologie principale de ma famille, c'est l'idéologie ouvrière. Voilà. On se lève le matin, faut être courageux, travailleur, être honnête, gagner son argent honnêtement, être une belle personne. Voilà, ça c'est l'éducation que j'ai reçue. Et mon questionnement est totalement propre. Alors moi, depuis que je suis tout petit, mais vraiment tout petit, je me pose des questions sur le sens de la vie. Qui suis-je? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Qu'est-ce que ce monde? Quelle est ma place, moi, dans ce monde? Et à tel point que c'était compliqué pour moi, c'était presque un malaise, je ressentais presque un malaise parce que je ne comprenais pas, je me posais ces questions-là et je trouvais de réponse nulle part. Et quand je posais des questions à ma famille, je pense que très vite, ils se sont retrouvés un peu acculés par la masse de mes questions et la profondeur de mes questions par rapport à eux, leur difficulté de pouvoir m'apporter des réponses parce que eux-mêmes, c'était peut-être soit moins posé de questions, soit pas posé de questions du tout. Alors, j'étais un peu un extraterrestre dans cette famille qui, oui, se posait beaucoup de questions, à tel point qu'on me disait tu poses trop de questions, quoi. Arrête. Ma mère, un jour, elle m'a dit, elle me raconte souvent cette anecdote, on est en voiture, et je vois la lune. Moi, j'ai toujours été très attiré par la lune. Je regarde la lune, je regarde la lune, et je demande, et je dis à ma mère, je dis, maman, pourquoi elle me regarde, la lune, pourquoi elle me suit? Et là, ma mère, elle sait pas quoi répondre, elle dit, voilà, elle peine un peu. Après, je lui pose encore des questions sur la lune, mais c'est quoi la lune? Elle est où? Et voilà. Et là, elle finit par dire, oh, puis arrête avec tes questions, tu me saoules avec tes questions, quoi. Et c'est-à-dire que tu étais considéré comme un intellectuel. Est-ce que le fait de se poser des questions a fait de toi quelqu'un qui portait l'étiquette d'intellectuel? Ah, tout à fait.
À tel point, c'est marrant que tu me poses cette question, parce que mon père me disait toujours ça, parce que j'étais en plus très maladroit de mes mains. Il me disait toujours, ah, toi t'es pas manuel, toi t'es un intellectuel. Du coup, je me suis détourné de beaucoup de choses manuelles, et plus tourné vers l'intellectuel, alors que pour moi, il n'y a pas de différence. Un manuel, il est intellectuel, un intellectuel, il peut être aussi manuel. Il y a une corrélation, on scinde souvent les choses en deux, ou en plusieurs, mais c'est pas pas de toujours raison. simple. Alors, les questions que tu te poses d'ordre existentiel, les questions que tu peux poser à ta famille, bon, pas d'écho, pas de réponse, mais il y a des livres, il y a d'autres personnes. Donc, d'ici à ce que tu arrives aux études supérieures, et notamment l'adolescence, à travers les relations avec les amis, avec les filles, tout ça peut susciter peut-être des réponses ou un début de réponse. Quand on est ado, on commence à se cultiver peut-être sur des sphères qui sont différentes du milieu familial. On commence à prendre son indépendance déjà par rapport à ça. Est-ce que ça a été ton cas? Est-ce que tu as trouvé des réponses par rapport à ces questions ou à ce questionnement que tu avais plus jeune? Bah, pas adolescent, non. Parce que étant enfant, donc c'était la tradition. Moi, je suis dans un petit village. C'était de tradition d'aller à l'église, de faire sa communion. Alors moi, j'ai fait ma communion, ma confirmation, le baptême évidemment avant. Mais la religion, il y avait quelque chose qui sonnait faux en moi. Il y avait beaucoup de choses qui me touchaient. Je m'adressais tout seul dans mon lit, je me souviens, à Dieu pour lui demander des choses. Je faisais des prières. Mais il y avait toute une part que je comprenais pas, toute cette souffrance de ce Christ sur la croix. Je pense toujours avoir été touché par le Christ, mais toujours avec un décalage. C'est-à-dire, mais pourquoi on le représente? S'il a un message aussi beau d'amour, pourquoi on le représente avec autant de souffrance? Et pourquoi il y aura un Dieu qui déciderait de tout? Si on est sage, on va au paradis. Si on n'est pas sage, on va en enfer. Pourquoi tout ça? Alors que si Dieu il nous a créés, qu'il nous aime, il ne nous ferait pas de mal. Et donc j'étais très naïf et je comprenais pas. Il y avait quelque chose qui était dissonant, qui ne m'allait pas. Et après, collège, lycée, non, j'ai pas rencontré de personnes qui m'ont ouvert à autre chose. C'était souvent mon entourage, mes amis étaient aussi. Si j'ai un ami musulman. C'est peut-être le seul qui aurait pu m'ouvrir à la religion, mais pareil, l'islam, il y avait quelque chose qui sonnait pas. Déjà, j'ai jamais trop compris qu'on puisse se battre pour une religion. Et j'avais déjà l'impression que pour moi, c'était un peu toute la même chose, que toutes les religions regroupaient finalement les mêmes messages, les mêmes choses, mais qu'il y a eu une scission à un moment donné que je comprenais pas, que je m'expliquais pas. Donc même pas d'orientation sur les philosophies orientales? Et non, pas tout de suite, non. D'accord. Alors, tu as ton bac. Si j'entends tes propos, adolescence, on se pose pas de questions, on suit le fil, copain, copine, faire la fête, enfin un peu classique. Les études supérieures, donc tu as de la chance, j'allais dire. Non seulement tu savais déjà ce que tu voulais faire, donc quand on est jeune au lycée, savoir déjà la voie qu'on veut suivre. Voilà. Et puis tu as de surcroît des facilités pour emmagasiner des infos, apprendre, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc direction la fac, et puis la voie du droit qui se présente à toi. Quel souvenir tu gardes de ces années? Alors je ne sais pas combien d'années d'ailleurs il faut pour pouvoir avoir la robe. Et moi, il m'en a fallu 8. En 7, on peut y arriver. En un peu moins, on peut y arriver si on fait moins d'études. Moi, il m'en a fallu 8. Donc, quel souvenir tu gardes de ces 8 années? Je garde un souvenir assez frivole. Je ne pense pas avoir été un enfant très sérieux, un élève, c'est marrant que je dise enfant d'ailleurs, un étudiant très sérieux. Moi, ce qui me plaisait en fait, c'était l'humain. Le droit, en fait, ça me barbait. Pour être totalement honnête avec toi, le droit, ça me barbait. C'était trop de rigueur, trop de règles, et beaucoup de personnes à la fac aussi ne m'inspiraient pas vraiment. C'était tout de suite, je rentrais dans une sorte une sphère qui m'était vraiment totalement étrangère, où il fallait se donner une certaine apparence, déjà cacher quelque chose, cacher ou nier quelque chose de soi-même, et ça me dérangeait. Moi, j'avais envie d'être moi-même. Mais en même temps, c'était compliqué d'être moi-même, parce que comme étant enfant, on m'avait dit que je me posais trop de questions, que voilà, fallait que j'arrête avec mes questions, moi, j'ai passé tout un moment après dans ma vie à arrêter de me poser des questions. Voilà, je faisais la fête avec les copains. Après, ce que je pourrais dire, c'est que
Les livres m'ont beaucoup aidé. J'ai découvert les philosophies des Lumières, et les Lumières, tout ce qui est liberté. Et ça, je pense que ça participe de l'être que je suis. Bon, en même temps, le fait d'être avocat, de faire du droit, normalement va dans ce sens-là, hein, amener plus d'équité au sein de ce monde. Il y a la notion de justice, hein, la justice, ou d'être entre guillemets un justicier, de rétablir un équilibre vis-à-vis des inégalités de ce monde. Toi, en l'occurrence, tu avais choisi en plus une voie qui est un peu particulière. Tu peux nous le dire laquelle ? Oui, moi je voulais être avocat pénaliste. C'est ce qui me tentait le plus pour moi. Parce que pour moi, parce que j'ai aucun avocat dans ma famille, ni des amis de ma famille, vraiment aucun exemple. Pour moi, c'était cette avocate à cette journée d'orientation et ce qu'on peut voir à la télé ou dans les journaux de l'avocat. Et moi, ce qui me plaisait, c'était ça. C'était vraiment s'intéresser à quelqu'un, à un être. Parce que ça, pour moi, ça restera toujours ma trame. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'attire, c'est l'être humain qui est en face de moi, la personne qui est en face de moi. Peu importe ce qu'elle a fait, peu importe les actes qu'elle a pu réaliser ou non réaliser dans sa vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que les gens ont à dire, qui ils sont réellement. Je pense que c'est ça qui m'a toujours motivé dans le métier d'avocat pénaliste. Alors, c'est vrai qu'on peut trouver ça. Et je peux comprendre que tu puisses aller vers l'humain en ayant cette vision idéaliste et de cœur au sein du droit français, en l'occurrence. Et certainement que ça manque des personnes qui sont dans cet état d'esprit ou cet état d'être pour aborder leur métier d'avocat ou de juge ou de procureur, qu'importe. Mais on pourrait se dire, donc, à ce moment de ton histoire, qu'est-ce qui t'a empêché ou qu'est-ce qui est venu te heurter, peut-être, sur le fait que tu ne puisses pas être cet humain-là dans ce cadre-là ? Est-ce que, on va dire, les idéologies, les rêves, les fantasmes, peut-être que tu avais quand tu étais donc cet étudiant en droit et peut-être de la réalité du terrain, à un moment donné, quand il faut passer au concret, faire des stages ou autres dans des cabinets, c'est peut-être des fois un peu la douche froide, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Beaucoup de choses se sont passées. Je dirais que une de mes plus grandes difficultés, c'était de ne pas pouvoir être moi. Ça, vraiment, pour moi, l'authenticité, être soi-même et pouvoir s'accomplir pleinement en tant qu'être humain, parce qu'autant les autres m'intéressent, que moi aussi, je m'intéresse moi-même, et à me développer, le développement, ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel, mais s'accomplir soi-même, ça pour moi c'est important. Et j'avais l'impression d'être bridé vraiment dans ce milieu-là des avocats pénalistes. Je ne pouvais pas être moi-même. Alors, qu'est-ce que ça impliquait quand tu dis être toi-même Qu'est-ce que tu aurais souhaité être dont tu avais le sentiment que tu ne pouvais pas l'être ? Par exemple, ma sensibilité. On m'a reproché, dans le dernier cabinet où j'étais, d'être trop sensible. Et ça, pour moi, c'était... faut dire aussi que je voulais être avocat pénaliste, et qui plus est, avocat en défense, avocat de la défense. Donc, en effet, il faut avoir un gros caractère, être capable d'hausser la voix, d'hausser le ton, de se battre, d'aller au combat, de ne pas avoir peur. Et ça, je pense que j'en étais capable. Mais il y avait une sensibilité chez moi qui est toujours là. On me l'a reproché, cette sensibilité-là. Et moi, je suis pleinement moi-même avec n'importe qui, que ce soit un juge, un procureur, un mendiant, n'importe qui. Moi, je suis toujours le même. Donc, j'ai jamais rien à cacher. Et très vite, quand je suis rentré dans ce milieu des avocats, on m'a dit « Attention, tu peux pas tout faire, protège-toi, fais attention à ta vie privée, ne dis pas tout, n'ouvre pas ton cœur totalement. » Et pour moi, c'était pas possible. Je dis « Mais comment je peux être épanoui dans un métier qui demande d'être épanoui, parce que c'est comme un métier contraignant, exigeant. Comment je peux être épanoui si je peux pas être moi-même ? Et ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup touché qu'on me reproche ma sensibilité. Tu as fait des études de droit à Montpellier ? D'abord à Clermont et fini à Montpellier, Clermont-Ferrand. Et tu vas, si ma mémoire est bonne, un été faire le GR20 en Corse. Oui, tout à fait, oui. Et donc là, il se passe quelque chose. Oui, je pars avec 3 amis, on était donc 4, faire le GR20. Et là, on va rencontrer un homme qui va en partie changer ma vie. C'est vraiment la période, c'était en 2016. 2016, il y a vraiment beaucoup de choses 2017, pardon. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie.
Et là, c'était le bon moment pour moi de rencontrer une personne comme lui. Et je rencontre cette personne qui s'appelle Christophe et qui va me parler de références de livres, qui va me parler de spiritualité, qui va me parler de tout un tas de choses dont j'avais jamais eu accès avant, soit parce que moi-même j'avais pas fait les bonnes rencontres, enfin non pas que j'avais fait des mauvaises rencontres, mais j'avais pas fait des rencontres qui m'avaient mené là, et moi aussi ma propre responsabilité de pas m'être ouvert à ça. Enfin, la vie avait fait plusieurs manières, j'y étais pas allé, et lui va me lancer tout un tas de choses qui vont résonner en moi. C'est comme si c'était le moment pour moi d'avoir accès à toutes ces informations-là. Beaucoup de références de livres, références à des personnages qui m'ont amené petit à petit à m'ouvrir totalement à la spiritualité. Donc tu rentres sur l'Hexagone, sur le continent. Tu parles de livres, des livres par exemple qui t'ont marqué ou interpellé, c'est Autobiographie d'un yogi, de Paramahansa Yogananda. Ça a changé ma vie. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ce livre m'a amené à aller en Inde. Et en Inde, j'ai fait des rencontres en lien avec ce livre qui m'ont amené, pas exactement à mon activité professionnelle, mais en partie. Je dirais principalement celui-là et tous les Anne Givaudan, Daniel Meroy. Voilà, principalement ceux-là, et c'est déjà énorme. De surcroît, tu rencontres ce qui va être ta future compagne. Oui. Puisqu'elle elle veut contacter un avocat, en l'occurrence. Enfin, c'est pas tant qu'elle veut. Enfin, je te laisse nous expliquer un peu le contexte, mais ta compagne est importante dans l'histoire au regard de ce que vous allez faire par la suite. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la rencontre ? Tout à fait. Dans le cadre de l'école des avocats, il y avait à l'époque, ça a changé aujourd'hui, 6 mois de stage obligatoire dans une profession juridique, mais autre que le métier d'avocat. Alors moi, par encore d'énormes synchronicités, alors que j'étais en voyage en Nouvelle-Zélande, je postule pour être pris dans une association d'aide aux victimes d'infractions pénales à Montpellier. Et la directrice m'appelle, alors que j'étais à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande, qui a 12 heures de décalage horaire. Elle m'appelle et je suis pris dans cette association. Et Marie, ma compagne, était assistante sociale et voulait, pour les raisons de son... Qu'on peut imaginer, ouais. Elle avait besoin de conseils de la part d'un juriste pour aider une personne qui avait été victime de violences de la part d'un voisin, pour l'aider à être indemnisée. Et là, elle me contacte professionnellement, et tout de suite, il se passe quelque chose entre nous, tant de son côté que du mien. Alors, il a fallu, après passer déjà comprendre ce qui se passait, mais bon, on ne comprend jamais vraiment ce qui se passe dans ces moments-là, et basculer. Il va y avoir un basculement entre le professionnel et le personnel jusqu'à ce que l'on se rencontre en physique, alors qu'on s'était rencontrés, connus par le téléphone. Donc moi, je ne connaissais que son nom et son prénom et sa qualité professionnelle. Je ne savais ni son âge, ni son apparence physique, ni rien d'autre, quoi. Alors, cette rencontre va être déterminante par rapport à un projet que vous allez avoir en commun. Mais là, pour le coup, je reviens un petit peu en arrière puisque tu nous parles d'un voyage en Nouvelle-Zélande. Pourquoi la Nouvelle-Zélande ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu désires partir au bout du monde ? Je dirais que c'est les prémices de... Je pense qu'à ce moment-là, je savais que je n'allais pas exercer réellement le métier d'avocat et que ce n'était pas fait pour moi. Avant le voyage ou après ? Ou pendant ? Avant. Déjà avant de partir ? Ouais, je pense. Pourquoi ? Parce que je voulais gagner du temps et j'avais vraiment l'impression, plus j'avançais, plus j'avais l'impression que je faisais ce métier-là. Je m'étais lancé dans cette voie et je réussissais assez facilement, année après année, sans beaucoup travailler. Et petit à petit, se rapproche le moment où la vie étudiante se termine, on est de plus en plus dans le concret et voilà, me re-questionner sur les raisons et mes motivations pour exercer ce métier, qui n'est pas un métier anodin. Et là, je décide de gagner du temps. Voilà, j'ai eu mon examen, je rentre à l'école des avocats, mais avant, je vais partir en voyage. Et là, je me suis dit que je vais chercher un des pays les plus loin
de la France pour que je puisse être totalement déconnecté, peut-être coupé de ma famille, coupé de mes amis, pour moi me retrouver seul au départ, parce que je voulais partir seul, et finalement un ami m'a appelé, me dit ah bah moi je voudrais bien venir avec toi, et finalement il est venu, mais vraiment pour perdre tous mes repères et pour être juste avec moi-même. Nouvelle-Zélande, combien de temps? 8 mois. C'est long. Qu'est-ce que tu as fait pendant 8 mois? Pendant 8 mois, alors on a acheté une voiture avec mon ami Maxime, on vivait dedans, on a fait quasiment tout le tour de la Nouvelle-Zélande, on a fait beaucoup de woofing, c'est-à-dire qu'on allait aider des personnes, soit à faire du jardinage, soit à faire de la cuisine. En échange du gîte et du couvert. En échange du gîte et du couvert, et de l'immersion totale dans la tradition et la culture locale. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Ça que j'aime dans le voyage, c'est les paysages, déjà, parce que la nature là-bas, elle est très présente. Est sublime là-bas. Mais aussi, ce que j'aime, moi, c'est l'humain. Moi, ce que j'aime, c'est de rencontrer des personnes différentes. Dire, ok, je connais la France, encore. Je connais la France, qu'est-ce que je connais de la France? Je connais un petit bout de l'Auvergne, mais comment est l'être humain à l'autre bout de la planète? Qu'est-ce qu'il pense? Comment il mange? Comment il vit? Quelles sont ses raisons de se lever chaque matin? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a interpellé justement en rapport avec la spiritualité? Puisque là-bas, il y a aussi des peuples premiers qui ont été... qui ont su, on va dire, intégrer la technologie, les mœurs de l'occidental, et puis en gardant ses traditions. Donc la Nouvelle-Zélande est un des rares pays qui a su faire ce mix entre passé et puis nouveauté, si on peut dire ça comme ça. Oui. Qu'est-ce que tu as su alors je ne sais pas si d'ailleurs tu t'es intéressé au patrimoine pas tant du paysage de la Nouvelle-Zélande, mais de cette culture de deux mondes, entre guillemets, et peut-être qui pouvait répondre à des questions d'ordre existentiel ou spirituel. Qu'est-ce qui t'a interpellé là-bas? Beaucoup de choses m'ont interpellé là-bas. La spiritualité, alors c'est marrant parce que comme c'est une île du Pacifique, ils sont vraiment au milieu, et que c'est une ancienne colonie anglaise, ils sont vraiment au carrefour d'un nombre incroyable de diversité, tant culinaire que sociétale, architecturale et même religieuse. Alors c'était marrant parce que c'est très il y a beaucoup de catholiques, il y a les Maoris et il y a vraiment toutes les religions représentées, et c'est marrant, je sais pas si c'est marrant, mais j'ai rencontré beaucoup de bouddhistes en Nouvelle-Zélande. Je ne soupçonnais pas ça avant. Et ça a commencé à cheminer. Je me suis dit, ah ouais, le bouddhisme, ok, c'est intéressant. C'est différent de ce que moi j'ai appris par rapport au christianisme, aux autres religions. Et ça m'a beaucoup marqué. Ouais. Et la nature m'a beaucoup marqué. Et tout, étant dans un autre hémisphère, dans l'hémisphère sud, je regardais le ciel, je voyais pas les mêmes étoiles qu'en France. Et j'ai rencontré des gens totalement ouverts. Et de se dire, ce qu'on a vécu pas mal aussi en sac à dos, de se dire qu'en fait, moi j'ai toujours été quelqu'un de simple, toujours à me contenter de pas grand chose, et être heureux de n'importe quoi, et de la plus petite, de la plus infime des choses, moi ça me ravit, moi je suis heureux. Ce que je te disais tout à l'heure, moi dans mon jardin, je sens les violettes au printemps, je suis content quoi. Et là d'être avec mon sac à dos, je me suis dit, mais en fait c'est facile, mon père il m'avait dit qu'il fallait travailler, faire des études pour avoir un beau métier, pour gagner de l'argent, pour être heureux, mais en fait moi je suis avec mon sac à dos, je suis dans la nature, je suis avec un copain, je rencontre plein de personnes. En fait, il faut pas plus que ça dans la vie, en fait. Est-ce que ça t'a rassuré peut-être sur le côté sécurité? Parce que ce que tu dis déjà va dans ce sens-là, mais j'entends sur le fait d'avoir une sécurité peut-être financière, sur la sécurité que peut nous donner le fait d'avoir un revenu tous les mois, etc. Parce que là, pour le coup, il y a la notion de pèlerinage dans le fait de partir dans ce pays. C'est que le début, autant tu restes 8 mois, mais après on va le voir, tu vas partir encore ailleurs. Donc ça peut aussi amener une autre conception de comment fonctionne la vie, qui va à l'inverse de ce que peut-être, comme tu le disais, ton père t'a dit ou t'a enseigné. Tout à fait, oui. Sur la sécurité financière, oui, tout à fait, c'est vrai que j'ai pu voir que... Et j'expliquais ça à mes copains, je leur disais en revenant, en fait, j'ai dépensé moins d'argent en voyage que ce que j'aurais dépensé si j'étais resté à Clermont-Ferrand à continuer mes études, quoi. Et ça fait relativiser beaucoup de choses, parce que souvent on dit oui, le voyage je peux pas parce que ça coûte cher, c'est un investissement.
En fait, il n'y a rien qui coûte cher. Enfin, si, il y a des choses qui coûtent cher, mais si tu veux vraiment quelque chose, tu peux le faire et facilement, quoi. Et surtout, j'ai beaucoup cheminé, puisque tu parles de pèlerinage, sur le côté travail. Parce que là-bas, on a rencontré des personnes avec Maxime qui ont fait le choix, justement, alors déjà, ils sont très proches de la nature, les Néo-Zélandais, et il y a beaucoup de personnes qui ont fait le choix de travailler moins, par exemple un 25 heures, pour pouvoir passer du temps avec leur famille et avoir du temps libre pour faire des activités qu'ils aiment. Et là, je me suis dit, mais ouais, ils ont raison. Cumulé au fait que là, on avait toutes nos journées entièrement consacrées à nous, ce que l'on voulait, ce qu'on voulait faire, avoir du temps pour écrire, pour jouer, pour faire du sport, pour marcher, pour s'intéresser à tout, on était ouvert à tout. Quand tu es en voyage et que tu as du temps pour toi, tu es ouvert à toutes les possibilités, quoi. Donc ça, cumulé au fait de voir des personnes qui font le choix de gagner un petit peu moins d'argent pour avoir plus de temps à passer avec les gens qu'ils aiment, ça a continué de cheminer dans ma tête à dire, ah oui, alors attends, toi tu voulais faire avocat, un métier où on travaille 50, 60 ou plus d'heures, où on pense que à ça, où on fait que ça, enfin en tout cas pour les exemples que j'ai eus, parce qu'il y a toutes les manières possibles d'exercer le métier d'avocat, mais ça a changé tout mon paradigme en fait. Je me suis dit, ah ouais, en fait la vie c'est pas que le travail. Ok, peut-être moi, ma famille, c'est leur valeur, et je le garde aussi en moi. C'est pas quelque chose que je veux renier, mais ça ne sera plus ma priorité. Donc retour en France, rencontre avec Marie. Donc autant cette remise en question initiée en Nouvelle-Zélande, en tout cas ne te permet pas d'avoir une césure nette et précise, quelque chose de tranché vis-à-vis du milieu des avocats. La preuve, c'est qu'on te contacte de France alors que tu es en Nouvelle-Zélande pour travailler dans un cabinet, etc. Donc ça te donnera l'occasion de rencontrer ta compagne. En même temps, cette dernière se lance, une fois que tu l'as rencontrée, dans une voie à faire des stages un peu particuliers. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, un peu avant que je la rencontre, déjà, Marie était déjà allée à ce genre, à ces stages-là, qui sont organisés par Yann Thibault, et dont le concept général est l'écologie intérieure. L'écologie intérieure, c'est ce que Yann Thibault a créé. Et Marie me raconte ça. Alors moi, c'est déjà que c'était la première fois que je rencontrais des végétariens en Nouvelle-Zélande. Là, Marie me dit qu'elle va faire un stage avec des personnes qui sont crudivores. Elle me parle de vie antérieure, d'alchimie émotionnelle, de travailler sur ses émotions, de laisser venir, de juste laisser venir et d'accepter ce qui vient. Et là, je me dis, ok, c'est bizarre, c'est quoi cette secte, c'est quoi? Mais en même temps, ça m'attire un petit peu aussi. Cumulé à la rencontre avec Christophe sur le Gervais en Corse et les lectures que j'ai fait, ça m'intrigue quand même un peu, mais j'ai un peu de réticence à y aller. Et finalement, je finis par y aller. Donc au même titre que Marie, tu vas devenir un collaborateur de Yann. Et donc en plus de te former à ces différents stages, à pratiquer sur toi, j'allais dire là pour le coup, c'est un autre monde qui s'ouvre. Donc quand on parle d'alchimie émotionnelle, alors, on peut peut-être commencer à parler, puisque c'est un outil aujourd'hui que tu utilises. Tout à fait. Donc toi-même l'ayant expérimenté sur toi, tu as pu voir peut-être ce qui s'est passé entre l'homme que tu étais en rentrant de Nouvelle-Zélande, qui commence à s'initier à ça. De surcroît, tu l'as vu sur ta femme au préalable. C'est quoi, entre guillemets, la différence entre la Marie et le Sylvain d'avant, et puis la Marie et le Sylvain d'après? Sans parler du contenu, de toi, ce que tu peux en voir avec le recul là. Déjà, c'est toujours difficile de voir le changement sur soi-même. Ouais. C'est facile de le voir sur les autres, mais c'est dur de le voir sur soi-même. Mais si je devais dire quelque chose, je me sens plus moi-même, justement. Entre le voyage où j'ai pris pour la première fois une vraie décision pour moi, voilà, j'arrête mes études maintenant, je prends du temps pour moi, cumulé après le décès de mon père, qui m'aide à prendre une autre voie et sereinement à me dire ok, j'ai plus la pression, la pression que je me suis peut-être mise moi-même, ou un peu des deux, la pression que mon père a mis sur moi. Et
Peut-être sur Marie. Si, puisque tu dis qu'il est difficile de parler de soi, de ce que tu as pu toi voir, parce que ça va peut-être t'aider à trouver des réponses vis-à-vis de toi et ton changement. Au regard de la discussion qu'on a eue dans la cuisine tout à l'heure, tu me faisais part justement de ce changement. À savoir, tu nous parles, quand tu vois Marie, voilà, est-ce que c'est pas une secte, un crudivore, ok, on parle de réincarnation, on parle de quoi, et toi-même quand tu y vas, de ce qui s'opère, et notamment, puisque tu parlais de ton père et du deuil de ton père à un moment donné, il s'est passé des choses qui sont intéressantes, je trouve, et qui mettent en perspective le fait que l'être humain n'est pas uniquement quelqu'un qui est limité à son corps, avec des échanges biochimiques, c'est bien plus vaste que ça, et qu'on peut capter des informations qui nous viennent d'ailleurs. Donc voilà, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de tout ça, peut-être, si tu le veux bien. Ben oui, tout à fait. Alors, je finis, après moult réticences, à aller avec Marie, lors d'un stage organisé par Yann Thibault, et là, c'est la révélation pour moi. Yann, déjà, enlève toute idée de gourou, voilà, il apporte assez peu d'importance à sa propre personne, mais plus au message qu'il a envie d'apporter et à son enseignement. Déjà, ça, j'aime beaucoup déjà. Et après, il n'a de cesse, lors de ce stage, de parler de retrouver sa souveraineté, de retrouver sa propre autorité. Et là, il capte quelque chose chez moi. Je dis, ah ouais, ça fait écho en moi. Donc tout le stage se déroule très bien, jusqu'à ce que... Et avant ce stage, il y a eu beaucoup de synchronicité en lien avec mon père. Mon père était décédé donc 2 ans plus tôt. Alors moi, j'étais plutôt dans une phase de déni, à pas vraiment accepter ou à voir la réalité qu'il était mort. Mais la vie... Et mon père lui-même va me rappeler, essayer de communiquer avec moi. Alors pour moi, c'était assez improbable. Et ce jour-là, alors c'est marrant, donc le stage durait 5 jours. Le 3e jour, alors que j'avais jamais parlé avec cette personne, une femme vient vers moi et me dit est-ce qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui est mort il y a pas longtemps? Et là, je me dis oui, mon père. Et comment tu sais ça? Il me dit parce que je pense qu'il essaie de communiquer avec toi. Est-ce que tu sais ça? Et en effet, j'avais vécu plusieurs événements juste avant, à peu près dans le même laps de temps, qui me montraient la même chose. Dont un jour, d'ailleurs, je fais un petit aparté, un jour où, le jour de la remise des diplômes d'avocat, comme tout un symbole, on se rend dans une salle qui se situe à côté du palais, et on prend des photos, chacun avec sa robe. Et là, je sens comme s'il y avait une main qui se pose sur mon épaule droite. Et une chaleur. Et je me dis, ah, c'est bizarre ça. Et tout de suite, l'idée qui m'est venue, c'était que c'était mon père. Alors, bon, je fais pas cas, on se fait photographier. Et là, il y a une autre consoeur qui me prend en photo avec une autre consoeur. Et elle m'envoie la photo. Et je la regarde peut-être 1 heure après. Qu'est-ce que je vois? Que je vois sur la photo, sur mon épaule droite, une main translucide. Là, je me dis, wow, ça c'est incroyable. Et là, donc dans la continuité de cet événement-là, on fait un exercice avec Yann Thibault, qui est un exercice de futurisation pour imaginer un des futurs possibles. Et là, mon esprit bloque sur l'image de mon père. Et là, je suis un peu gêné parce que j'arrive pas à faire l'exercice et ça me perturbe beaucoup de revoir encore mon père après tout ce qui s'était arrivé. J'ai pas tout dit. Et là, donc, je fais part de ça à Yann Thibault. Il me dit il y a quelqu'un de ta famille qui est mort il n'y a pas longtemps? Je dis putain, encore cette question? Et je dis oui, il y a mon père. Et il me dit il essaie de rentrer en contact avec toi. Et je lui dis comment ça, il essaie de rentrer en contact avec moi? Il me dit bah oui. Tu sais, quand on meurt, on n'est pas mort, la vie continue après. Il essaie de communiquer avec toi, donc vas-y, communique avec lui. Moi, je me dis mais. Je dis mais comment ça, je communique, comment on fait? Il me dit c'est pareil, c'est comme quand tu prends un téléphone, vas-y laisse venir ce qui te vient et toi tu peux prononcer toutes les paroles que tu veux. Du coup, je suis un peu interloqué, mais je lui fais confiance. Alors lui, sur ce fait, il se barre, il me laisse comme ça, mais finalement c'était très bien, parce que je me retrouve là, tout seul, et à communiquer avec mon père, et à recevoir des informations qui ont pu être vérifiables et palpables par moi juste après. Comme il avait acheté un appartement
un peu avant, 4-5 ans avant d'être mort. Et on n'arrivait pas à le vendre. Ça faisait 2 ans qu'on n'arrivait pas à vendre cet appartement. Même aucun appel. C'est peut-être un appel en 2 ans, quoi. Et là, il me dit, c'est moi qui bloque. Ton père te dit lors de la communication. Oui. Mon père me dit, je bloque la transaction parce que c'est la seule chose qui te retient matériellement à moi. Je veux pas que tu m'oublies. Je veux que tu me pardonnes. Je veux que tu saches que je t'aime. Et je veux pas que ça se termine comme ça entre nous, quoi. Là, moi, je suis choqué. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce stage? Les crudivores, c'est tout ce monde. J'avais déjà ouvert pas mal de portes, mais là, c'était des portes encore beaucoup plus grandes et beaucoup plus hautes que ce que j'avais connu encore, quoi. Et finalement, moi, un peu dans un esprit un peu de provocation, je suis toujours un peu comme ça, et de défi, je dis, ok, alors si c'est vrai, je veux que dans 2 mois, la vente se fasse, quoi. Ne sachant pas que le temps et l'espace n'existent pas. Il dit, ok, challenge accepté. Et pas raté, au bout de 2 mois, 3 jours après, j'avais reçu peut-être 3 appels de personnes qui étaient intéressées par l'achat de cet appartement, quoi. Et 2 mois et demi après, 3 mois, l'appartement était vendu. D'accord, donc on peut comprendre que ça soulève beaucoup de choses. Un univers qui s'ouvre à toi, tu fais combien de stages avec Yvan? Yann, pardon. j'en ai fait 5. Et là-dessus, tu l'accompagnes en tant que, alors je sais pas si on peut dire un collaborateur, assistant, ouais, c'est bien, j'aime bien ce terme-là. Par rapport à ces stages, etc. Marie aussi d'ailleurs, oui. Tous les deux, c'est passé, j'allais dire à la moulinette. On pourrait dire que là pour le coup, il y a vraiment un avant, un après. Tu parles d'être toi quand tu pars en Inde, le pèlerinage, d'être un peu plus toi. Là, non seulement, on va dire que tu connectes un peu plus qui tu es, mais tu apprends à vivre avec, j'allais dire, des nouvelles règles. Comment se passe le lien avec l'homme rationnel venant d'un milieu hyper rationnel? Comment, alors je ne sais pas si tu en fais part à tes amis, à ta famille, ton frère, ta mère, etc. Parce que ça peut soulever en soi tellement de « Waouh !» L'homme, l'être humain est capable de ça, on peut faire ça, on peut communiquer avec les morts, on peut s'ouvrir, dessiner son futur, et que sais-je encore, se libérer de poids par rapport à des traumas ou autres issus du passé. Et donc on peut avoir l'engouement au point de peut-être en parler autour de soi, et ce qui pourrait rebuter certains en disant « Attends, dans quelle secte t'es rentré là ?» Donc voilà, je te pose la question de ce qui mijote en toi, là, à ce moment-là de ton histoire. Comment ça rejaillit auprès de ton entourage? Tu ne saurais pas si bien dire. Parce que justement, moi j'avais l'impression, moi j'étais Christophe Colomb, quoi. J'ai découvert un nouveau territoire que je dois absolument partager à mes amis, à ma famille. J'avais quand même une certaine peur et une certaine, pas pudeur, mais réticence. Je me dis, oui, bon, ok, t'es plein d'enthousiasme, je suis quelqu'un de très enthousiaste. Mais fais gaffe à ce que tu dis et comment tu le dis. Et pas raté, je le dis de manière très enthousiaste. Et là, je me prends un mur, quoi. Genre, mais c'est n'importe quoi ce que tu dis. Après, aussi peut-être que je l'ai exprimé avec mon enthousiasme, avec une force de conviction, de vouloir convaincre, de ramener les autres avec moi, comme Christophe Colomb, genre venez, on va là-bas, quoi. Et en fait, non, ça a eu l'effet inverse. Après, je pense notamment à mes amis, ma meilleure amie. Ça a eu l'effet inverse, genre... Qu'est-ce que tu me racontes? C'est n'importe quoi. Est-ce que c'est une secte ton truc? Dans quoi t'es tombé? Dans quoi tu t'embarques? Mais quand même, t'as jamais été comme ça avant. Tu ne nous disais pas ce genre de choses. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce qui se trame? Et j'en fais part à ma mère qui, elle, est plutôt ouverte. Elle est intéressée par tout ça. C'est pas autant de questions que moi, ça c'est sûr. Mais elle laisse la porte ouverte. Et elle est intéressée, me pose de plus en plus de questions sur ce que je fais, au point de l'amener à faire une séance avec moi d'ailleurs. Et donc voilà, je dirais majoritairement un rejet, voire un isolement. Parce qu'après, quand on prend une voie différente, surtout totalement différente par rapport à celle qui était la mienne avant, à faire beaucoup la fête, et beaucoup de loisirs, à être entouré de beaucoup de personnes, je me suis beaucoup intériorisé sur moi-même et j'ai beaucoup cheminé.
Et ça m'a, oui, beaucoup, ça m'a, ou je me suis isolé. Ça, je ne saurais pas le dire. Est-ce que c'est mon cheminement qui m'a isolé, ou si c'est moi qui me suis isolé, ou si c'est les deux. En l'occurrence, il est clair que le monde du Sylvain d'avant, avec la notoriété, l'image sociale, d'être avocat, le milieu culturel, voilà, c'est sûr que là, on change du tout au tout. Et que la transition peut être un peu violente. Donc on peut aussi entendre que pour les amis, ton cercle d'amis qui vivaient dans ce cadre-là, parce qu'il y a un côté élitiste, tout le monde ne devient pas avocat, et voilà, il y a l'argent, le pouvoir qui va avec, la notoriété qui va avec. Donc est-ce que à ce moment-là de ton histoire, il y a l'envie de, on va dire un peu plus profondément, de dire ok, je vais vraiment arrêter le fait d'être avocat, c'est pas pour moi. Et est-ce que tu sais déjà ce que tu souhaites faire, veux faire ou pas? Et je ne sais pas vraiment ce que je souhaite faire. Parce que, comme tu disais, il y a le rejet, je ne sais pas si on peut parler de rejet, mais il y a une cassure avec mes amis, pas tellement ma famille, une incompréhension du côté de ma famille, une incompréhension, voire cassure avec mes amis, qui comprennent pas vraiment. Il y a le côté élitiste, il y a aussi le côté virage à 180 degrés. Genre, on t'a toujours connu, t'aimais faire la fête, t'aimais rigoler, tu voulais être avocat, et aujourd'hui que t'as réussi ça, que t'as atteint ton objectif, tu t'en changes. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est ta copine? Souvent c'était ça. Est-ce que c'est ta copine? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ou dans quel secte t'es tombé? Enfin, grosse incompréhension. Et après, moi, je savais pas exactement ce que je voulais faire. Alors du coup, grâce aux exercices du stage de Yann Thibault, il y a beaucoup de travail sur ce qu'il appelle la mission de vie. Retrouver notre mission de vie. Et moi, ce qui m'attirait à ce moment-là, c'était devenir guérisseur. Guérir avec mes mains, sans outils, sans objets, vraiment guérir avec mes mains. Ça me plaît. Alors, sans compter que là aussi, c'est un truc que je trouve assez énorme. C'est que tu as le beau-père de ton frère, oui, qui est guérisseur. Mais là aussi, pour dire l'humain dans sa diversité, sa richesse est incroyable. Il y a des fois des choses qui pourraient paraître évidentes pour nous, et pas forcément pour les autres. C'est-à-dire que cet homme, il est assez atypique, parce qu'il ne croit pas à tout ça, il est très cartésien, et il soigne, ça marche, mais il ne sait pas trop comment ça fait, comment ça s'opère, mais il n'a pas construit autour de cet état de fait, on va dire une thèse, des concepts sur le comment, le pourquoi, etc. D'autant plus que, et je fais un raccourci par rapport à cette histoire que tu me racontais, que je trouvais extraordinaire, c'est-à-dire que cet homme, donc le beau-père de ton frère, ne va pas dormir durant 3 jours, 3 nuits, 2 nuits, un jour ou deux, ce qui est déjà énorme en soi, parce qu'il a reçu, entre guillemets, des infos, Don Sezou, qui lui donne, entre guillemets, je ne sais pas si on peut parler de certaines formules, enfin, je te laisse nous expliquer un petit peu peut-être le truc. Oui, tel qu'il me l'a décrit, tel que je l'ai compris, parce que peut-être j'ai déformé moi aussi la réalité, il reçoit, donc il pense dans sa famille que la faculté de guérir, par le magnétisme et par les mains, c'est un don qui se transmet de génération en génération. Donc il n'est pas le premier. Il n'est pas le premier, non. Et lui, une nuit, il reçoit comme des voix assez claires dans sa tête, dans son esprit, avec différents langages, des langages qu'il ne comprend pas et un langage qu'il comprend. Mais lui, ça le perturbe beaucoup, ça lui fait peut-être même peur, et il le rejette en bloc, il dit non, c'est pas possible, je veux pas, j'accepte pas ça. Jusqu'à ce qu'il comprenne que tant qu'il n'aurait pas assimiler et accepter le fait de prendre ce qu'on pourrait appeler cette formule ou cette phrase, cette voix ne cesserait pas. Donc, ce qui est étonnant, c'est qu'il finit, après, on va dire peut-être 2 jours, 2 nuits de résistance, à accueillir cette voix, ce message, cette formule, entre guillemets, et puis pratique. Littéralement, ce qui est incroyable, c'est qu'il fait plus ou moins des miracles par moment. En tout cas, voilà, il fait ça, c'est son métier, entre guillemets. Mais jamais il ne s'est posé des questions sur d'où ça vient, pourquoi, comment. Enfin voilà, ça reste pour lui un univers ou un monde pas intéressant.
Incroyable. Oui, incroyable. Alors, il en fait pas son métier, c'est plutôt une activité qui Extra, fait le soir d'accord. comme ces guérisseurs qu'on va voir dans les villages, qui on Les rémunère rebouteux, ouais. avec un kilo de tomates, un pot de confiture. Et non, il se pose pas plus de questions que ça et ça le perturbe pas. À l'inverse de moi, parce que moi, je me dis, wow, c'est incroyable. Pour moi, genre, ça y est, enfin, à ce moment-là, je voulais encore être avocat. Mais pour moi, le héros que représentait l'avocat avec sa cape avait changé de personnage. Le héros, pour moi, c'était lui. Je me suis dit, waouh, cet homme, il est simple, il met du cœur dans ce qu'il fait, et il fait des miracles, il guérit des gens, et le tout gratuitement, sans rien demander en retour, vraiment par pure ouverture du cœur et générosité. Et là, je me dis, waouh, ça, c'est magique, comment ça marche? Alors, comment un homme, alors que nous, on nous parle toujours de médecine, de nouveaux médicaments, de longues études, comment un homme simple, proche de la terre, paysan, peut juste avec ses deux mains guérir quelqu'un? Ça m'a fasciné. Ouais, comme quoi, il y en a qui se posent pas de questions et c'est peut-être pas plus mal. Je ne sais. En tout cas, cette histoire de peut-être t'orienter dans le fait d'être guérisseur, c'est une chose. Je fais un raccourci. Tu vas décider de partir voyager avec Marie à nouveau. Tu vas travailler quelque temps en Suisse parce que c'est très bien rémunéré et qu'on peut vite par la suite avec cet argent faire le tour du monde. Et en stop, tu vas partir donc Roumanie, Turquie, tu vas faire l'Inde, quel autre pays? Népal, Népal. un peu d'Autriche, le Tyrol. Et ça durant 6 mois. Oui. Super. Donc qu'est-ce que ça t'apporte ces 6 mois à travers ces différentes cultures? Bah, le stop, encore la simplicité des personnes. Et ça, c'était une vraie volonté personnelle de moi et Marie bah, déjà par écologie, d'essayer de prendre le moins possible l'avion. Mais bon, aller en Inde sans avion, c'était déjà un voyage en soi, Ouais. ce qui est possible, carrément possible. Mais ça nous aurait pris beaucoup plus de temps. Du coup, on s'est dit, bah, jusqu'où on peut aller au maximum sans prendre l'avion? On s'est dit, bah, tiens, Istanbul, la Turquie. Et là, on rencontre des gens exceptionnels qui nous ouvrent leur vie, qui s'ouvrent à nous, qui ouvrent leur cœur, qui des fois, dans certaines personnes, alors qu'on les connaît même pas, ils nous prennent en stop, on devient presque un membre de la famille. Ils nous confient des choses, on sait des choses de leur vie personnelle, et ça c'est génial. Et alors, une ouverture spirituelle et religieuse incroyable quand on traverse, plus on traverse l'Europe par l'Est, et plus on entre dans des religions différentes, bon, même si ça reste un peu une frange du christianisme, mais les orthodoxes, après bah, Istanbul, alors là, révélation sur un peuple magnifique qui a des connaissances extraordinaires, à la culture très très riche, et au cœur, la générosité exceptionnelle. Et pour moi, de voir des mosquées, c'était totalement différent. Enfin, c'était vraiment de bout en bout, on a rencontré des religions différentes. Et alors, bah, Népal et l'Inde, exceptionnel. Là, c'est dans un même pays, bon, ça reste l'Inde, c'est gigantesque, ça fait presque la taille de l'Europe, donc c'est presque un continent, ouais. Mais toutes les religions vivent, se côtoient les unes avec les autres. Bon, il y a des guerres de religion, il y a des problèmes aussi, mais dans une même ville, il peut y avoir une mosquée, des temples, une église, et ça choque pas, quoi. Et surtout, la spiritualité est partout. En Inde, c'est exceptionnel, la spiritualité, elle est partout. Parler de vie après la mort, parler de réincarnation, parler d'esprit, mais c'est la base. Parler de l'esprit des animaux, parler d'une conscience, c'est monnaie courante en Inde. Et ça, pour moi, ça a été une énorme révélation. Oui, de savoir que on s'est bien éloigné, nous occidentaux en France, de cette incarnation vécue à travers un regard spirituel sur le monde qui relie toute chose. Donc, est-ce que on va dire que durant ce voyage, tu sais ce que tu vas faire à ton retour en France? À peu près, ouais. Je sais que je veux entrer dans une association pour accompagner les personnes en fin de vie.
Je sais que je veux faire du magnétisme, guérir les personnes avec mes mains, mais je sais que je veux pas le faire de manière professionnelle. Je veux pas recevoir une rémunération, je veux pas que ce soit mon métier, vraiment que ce soit un don à l'autre, quoi. Un don à un autre être que moi. Et là, je commence à se dessiner l'idée de pourquoi pas être thérapeute, pourquoi pas accompagner des gens, parce que c'est quelque chose que je sais bien faire depuis que je suis tout petit, poussé par l'exemple de ma mère qui était toujours très à l'écoute de ses amis, de sa famille. Moi, j'ai toujours aimé écouter les gens et j'ai toujours eu cette faculté de savoir être là, présent, et d'être à l'écoute de l'autre. Et j'ai l'impression que cette faculté était appréciée aussi de l'autre. Alors je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas faire ça. Mais je ne savais pas vraiment. Moi, j'étais encore dans mon voyage, j'étais encore en Inde, à découvrir la méditation, à découvrir le végétarisme, à découvrir... Je ne dis pas tout ce que j'ai découvert, c'est énorme. Mais à continuer d'ouvrir les portes, mais le coronavirus a fait que j'ai dû rentrer plus tôt en France. Quand on parle d'hypnose transpersonnelle, donc, on peut penser que l'outil de l'hypnose arrive à un moment donné à ta conscience. Par quel biais, quel moyen, j'en sais rien. Et donc je pose la question, comment l'hypnose arrive à toi ? Alors l'hypnose arrive à moi, car alors je me suis rendu à un stage d'Anne Givaudan. Au début, c'était dans ma volonté de faire du magnétisme. Je voulais me former aux soins esséniens et de guérir les gens grâce aux soins esséniens. Et là, je rencontre une personne qui s'appelle Séverine Barbier. Et vraiment, je me sentais attiré par cette personne. Et par cette femme. Et la vie a fait qu'on s'est retrouvés côte à côte pendant 2 jours du stage. Et là, on échange un peu sur nos activités, sur nos passions. Et elle me dit que ça fait 1 an qu'elle fait de l'hypnose. Et qu'elle adore ça, que ça se passe, que ça se développe petit à petit, mais qu'elle adore ça, quoi. Et là, je lui demande un peu ce qu'elle fait. Et ça me fascine. Je me dis, waouh, c'est incroyable. En fait, accompagner, c'est un vrai voyage en fait. J'accompagne une personne et en plus moi je voyage et c'est génial. Mais je me suis dit bon, ça va être compliqué. Moi je sors de 8 années d'études, j'ai pas envie de faire un master en psychologie ou quoi. Et elle me dit non, c'est super simple. Moi j'ai fait plusieurs formations et ça s'est fait petit à petit, quoi. Et ça, cumulé au fait que Yann Thibault m'avait parlé d'un écrivain qui s'appelle Michael Newton, qui est un scientifique qui a écrit sur l'hypnose et sur l'au-delà. En lisant Michael Newton, je me suis dit waouh, mais j'avais des frissons, c'était beau. Je me suis dit waouh, et ce mec est payé pour faire ça. Ce mec, c'est son activité que d'aider des personnes à découvrir des choses sur elles-mêmes et à lui-même obtenir des connaissances sur le monde qu'il peut redonner aux autres comme moi. Et là, je me dis waouh, c'est exceptionnel. Et vraiment, ça me faisait vibrer, ça me rappelait beaucoup les Thanatonautes de Bernard Weber. J'avais vraiment l'impression d'être une personne qui pratique l'hypnose et un Thanatonaute. Il fait un voyage, c'est un reporter, il va poser des questions et il va découvrir des mondes inconnus. Parce que depuis, moi, ça me fascine, tout l'invisible, tout l'inconnu, tout ce qui n'est pas perceptible par nous. Ça me fascine et ça ne me quitte plus depuis. Donc, l'hypnose, tu rencontres cette femme dans le stage avec Anne Givaudan. Est-ce qu'elle te donne des conseils au point de peut-être que toi-même, suite à ces conseils, tu décides de faire une formation ou pas ? Au début, je prends pas beaucoup d'informations parce que je pense que c'est intéressant, mais je sais pas ce que je fais. Moi, je me concentre sur mon voyage en Inde et au Népal et on verra après. Et en revenant, j'avais gardé le contact de cette femme et je lui ai écrit. Je dis bon bah voilà, moi je serais intéressé parce qu'entre temps j'ai cheminé. Je me suis dit bon qu'est-ce que j'ai envie de faire comme activité, qu'est-ce qui me fait vibrer. Moi c'était ça qui était important. Je voulais trouver une profession qui me fasse vibrer, où je sois heureux et où je pouvais être indépendant et où je pouvais être moi-même, exprimer ma sensibilité, exprimer mon être profond et continuer à moi aussi travailler sur moi-même et me développer moi tout en accompagnant des personnes. Et là je la contacte
je dis, bon voilà, je serais bien intéressé par faire une séance avec toi. D'abord, avant de m'intéresser à une possible formation, je me suis dit, je vais d'abord m'intéresser à son outil. Qu'est-ce qu'elle propose comme outil, comment se déroule une séance, qu'est-ce que je peux apprendre sur moi-même. Je fais une séance et là j'adore. Là je me dis, wow, c'est trop bien. Et j'avais les frissons, j'avais tous les signaux qui me montraient que ça me faisait vibrer. Alors je lui ai demandé si elle faisait des formations, elle m'a dit oui, mais il faut attendre un petit peu, ma formation elle n'est pas encore prête, mais si tu es patient, ça va marcher, quoi. Sauf que la patience n'est pas ma qualité première. Et je me retrouve avec une autre formation que Christophe Dugervin me conseille, plus une autre personne que j'ai rencontrée au stage d'Anne Givaudan me conseille une autre formation. Là, je me retrouve avec 2 formations, plus une d'Alice Descou, que vous avez reçue ici, en lien avec son travail de traduction de Dolores Cannon. Et bon, j'attends, mais ce qui m'intéressait, c'était la formation de Séverine Barbier. Mais elle vient pas, et je suis très impatient. Et là, je décide de choisir une autre formation. Et le jour où je prends une autre formation, Séverine Barbier m'écrit un mail et qui me dit « C'est bon, ma formation est prête, tu peux t'inscrire quand tu veux. » Et je me dis « Ah, super synchronicité, parfait, donc j'ai pas besoin de choisir, je vais dans celle-ci. » Donc, quand on parle d'hypnose transpersonnelle, puisque c'est ce que tu utilises aujourd'hui, de quoi s'agit-il ? Donc, hypnose transpersonnelle pourrait être associée à la psychologie transpersonnelle sur le fait de considérer que l'être humain est un corps avec une âme, un esprit, et de voir ça à travers une vision peut-être holographique, multidimensionnelle. Voilà, on existe à différents plans et de prendre tous ces plans en considération. Donc, quand on parle d'hypnose transpersonnelle, qu'est-ce que tu peux nous en expliquer pour celles qui peut-être ne savent pas déjà ce que c'est que l'hypnose, peut-être partir de quelque chose d'assez basique. Oui, l'hypnose, c'est quoi l'hypnose ? L'hypnose, c'est ce qu'on appelle un état modifié de conscience. C'est un état qui se situe entre le sommeil et le réveil. Donc il est différent de notre conscience ordinaire, dans le sens où on a accès à plus d'informations que ordinairement avec nos 5 sens. Et c'est ce qui va nous intéresser parce qu'on va pouvoir faire un gros travail sur l'inconscient, donc avoir accès à des souvenirs de notre vie actuelle, de notre passé, de notre enfance, de notre adolescence, de notre petite enfance, pourquoi pas de la vie intra-utérine, et aussi, et ça c'est le côté transpersonnel, ça veut dire au-delà du personnel. C'est-à-dire qu'il y a nous, il y a moi, Sylvain Vouillon, mais il y a moi en tant qu'âme, il y a les autres êtres que je vais rencontrer, des défunts, mon père par exemple est un défunt, des autres objets, tout est dans le monde de l'invisible, tout est conscience. Tout est conscience. J'ai ma propre conscience, tu as ta propre conscience, vous avez votre propre conscience, et tout a une conscience. Et c'est ça qu'on va aller capter, grâce à l'hypnose transpersonnelle. Est-ce que quand tu as capté le message de ton père, où il s'agissait de parler par exemple de l'appartement, etc., est-ce qu'on peut dire que c'était un état d'hypnose ? Je pense, oui. Je pense, oui. Donc Yann, à travers sa formation, sans qu'il utilise ce mot-là ou cette terminologie-là, permettait de rentrer dans cette phase-là, dans ce cadre-là d'état modifié de conscience. Tout à fait. Alors Yann Thibault, lui, ne parle pas d'hypnose parce qu'il pense qu'il n'y a pas besoin d'induction, de sophrologie. Il pense que naturellement, et c'est ce qui m'a fait faire ce jour-là, il suffit de se poser la question et de laisser venir la réponse. C'est aussi simple que ça. Et donc il a développé, lui, d'autres outils pour arriver très facilement en enlevant tout le décorum de l'induction. L'induction, c'est ces moments où on contracte le corps, on contracte l'esprit, on décontracte, pardon. Et lui pense qu'il n'y a pas besoin de tout ça, il suffit de se poser, de se centrer, se poser la question et laisser venir la réponse. Simple. Et alors, c'est intéressant parce que entre l'hypnose transpersonnelle et puis l'alchimie émotionnelle de Yann dont on parle là, et finalement il y a des passerelles. En même temps, Yann a enlevé, tu le dis, tout le décorum. Donc qu'est-ce que ça implique ? C'est-à-dire vis-à-vis des gens que tu reçois. Parce qu'on pourrait peut-être penser que les deux approches sont plus ou moins similaires. En même temps, de certains qui entendent peut-être pour la première fois parler d'hypnose, ou en tout cas d'un point de vue thérapeutique,
se disent l'hypnose, moi je veux garder le contrôle. Je veux être maître de moi. Je veux pas qu'on me fasse faire des choses que je n'ai pas envie ou que je ne contrôlerai pas. Donc si j'oublie parce que je suis en état d'hypnose, de transe, que le thérapeute m'a dit certaines choses dont je n'ai pas souvenir par la suite, ça va m'inquiéter. Qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pas dit, qu'est-ce que je dois faire, pas faire, qu'est-ce que je peux contrôler, pas contrôler. Bref, l'hypnose peut avoir une certaine forme d'appréhension pour bon nombre de personnes du fait d'imaginer qu'il y a des phases dans les séances où elles ne sont plus là, où on peut leur faire n'importe quoi, où elles n'ont plus le contrôle. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu procèdes à travers l'hypnose? Tout à fait. Oui, c'est vrai que l'hypnose fait peur dans certains cas, dû aux hypnoses spectacles, ou ce qui revient souvent, moi, c'est j'espère que une des peurs des personnes que j'accompagne, c'est que je leur fasse faire la poule. Alors moi, ça m'étonnait, mais apparemment, c'est dû au spectacle de Mesmer, Ouais. qui utilise l'hypnose de spectacle. Et non, en fait, l'hypnose, c'est pas du tout une perte de conscience. C'est vraiment une expansion de conscience. C'est-à-dire que vous allez vous souvenir de toute votre séance et à chaque moment, vous allez être conscient de ce qui se passe. C'est vraiment pas une perte de conscience. Alors pourquoi est-ce que, je me permets de te couper sur moi, Sylvain, pourquoi est-ce que, puisque tu parles de Mesmer, pourquoi est-ce que les gens, quand ils regardent le spectacle, la personne qui a été mise sous hypnose, qui fait peut-être le chant de la poule, elle ne se souvient pas de l'avoir fait? Parce qu'ils utilisent d'autres vecteurs que nous, on n'utilise pas. Moi, mon intérêt, au contraire, c'est que la personne soit le plus consciente possible pour qu'elle puisse avoir accès à son inconscient et au maximum d'informations qu'elle puisse obtenir. Moi, mon intérêt, c'est pas qu'elle ne se souvienne pas. D'accord. Donc, qu'est-ce que permet l'hypnose dans le cadre dans lequel tu l'utilises? Parce que je parle de l'hypnose là, puisque c'est l'étiquette d'hypnose transpersonnelle, sachant qu'il y a l'alchimie émotionnelle. Et puis on a pu le voir, il y a des vases communicants, ou une approche qui est différente peut-être dans la terminologie ou dans l'approche par rapport à un certain décorum qu'on a enlevé, épuré dans l'alchimie émotionnelle. Donc là, j'aimerais qu'on reste focal sur l'hypnose. Pour le coup, quand tu nous dis qu'on peut contacter donc les parts conscientes et inconscientes de nous, de cette vie-ci, voire de remonter dans notre passé jusqu'à la vie intra-utérine, mais on est aussi une âme. Et c'est là où l'hypnose peut, comme tu nous l'as dit, toucher des parts qui sont beaucoup plus grandes et vastes que ça. Donc, qu'est-ce que ça, entre guillemets, nous permet à ces différents étages? Donc, j'aimerais que tu puisses nous donner des exemples sur, concrètement, dans notre vie présente, si je puis dire, en quoi le fait d'aller connecter, je sais pas, la petite enfance peut nous aider, en quoi connecter la vie intra-utérine peut nous aider, en quoi peut-être si je suis fumeur et que j'ai envie d'arrêter de fumer, ou que j'ai des réflexes compulsifs par rapport à l'alimentation, par rapport au peut-être, je sais pas, le fait d'être feignant. Et oui, il y en a qui peuvent culpabiliser en disant ouais, je sais ce que j'ai à faire, mais j'arrive pas à le faire. On a toutes les bonnes résolutions, tu sais, le premier de l'an, hein, en disant ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, et puis difficile de trouver l'énergie, comme si on savait ce qu'on devait faire, mais qu'on n'arrive pas à le faire. Donc peut-être que l'hypnose permet ça, j'en sais rien. Donc je t'ai donné différents exemples pour que tu puisses un peu nous parler un peu de tous ces différents terrains de jeu. Ok. Et ben moi, l'hypnose que j'utilise, donc ça s'appelle l'hypnose transpersonnelle. C'est Séverine Barbier qui l'a créée, en assemblant différentes techniques d'hypnose, en y ajoutant une part psychologique, pour pouvoir mieux accompagner la personne en cas de remontée de traumatisme. Et donc cette hypnose transpersonnelle, rentre dans la famille des hypnoses spirituelles ou régressives. Qu'est-ce que l'hypnose régressive? L'hypnose spirituelle, c'est une hypnose qui permet de revivre un moment, possiblement, moi je décide rien, la personne ne décide rien, c'est vraiment la première chose qui vient, revivre un moment d'une vie antérieure. Et l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est toujours de surmonter une difficulté. C'est de mieux comprendre pourquoi j'ai créé ça, parce qu'il y a la création de la réalité, il y a la loi de l'attraction, on attire ce que l'on vibre. Et tout ce qui nous arrive dans notre vie, alors moi, c'était compliqué pour moi de comprendre cette loi avant, tout ce qui nous arrive, c'est nous qui l'avons créé, c'est nous qui l'avons décidé.
Et l'objectif, c'est vraiment de surmonter une difficulté, surmonter un traumatisme. Donc, par exemple, si la personne va revivre un moment de sa vie actuelle, admettons dans son enfance, c'est peut-être, est-ce qu'il y a eu une difficulté au moment de cette enfance? Ou au contraire, est-ce que c'est pour lui rappeler un moment heureux de son enfance? Pour lui rappeler, j'ai souvent des personnes qui reconnectent un moment de leur vie actuelle où ils étaient heureux, alors qu'aujourd'hui ils sont très tristes, pour leur montrer que la vie ça peut être léger, on peut être heureux, et que c'est ça qu'ils doivent retrouver. Vraiment, mais l'intérêt pour moi il est vraiment thérapeutique. On peut tout à fait faire des séances, et ça d'ailleurs j'adorerais s'il y a des personnes qui le veulent, qui le souhaitent, je n'ai pas eu pour l'instant, mais c'est tout à fait possible. On peut faire des séances de curiosité, qui j'étais dans une autre vie, ou reconnecter, tiens, est-ce que je voudrais reconnecter une vie où j'étais chaman, où j'étais guérisseur, pourquoi pas. Ça m'est jamais présenté, mais c'est tout à fait possible. Mais moi, ce que j'aime, c'est l'idée thérapeutique. C'est que visiter, la curiosité, c'est très bien, et ça nous permet d'avoir d'autres connaissances. Mais retrouver votre mission de vie, retrouver pourquoi vous êtes ici, retrouver vos difficultés. Par exemple, j'ai eu une personne en séance qui avait une grosse difficulté avec les femmes dans sa relation amoureuse. Il a reconnecté une vie en Égypte, il y a plus de 2000 ans, où il a été séparé de l'être qu'il aimait. Et ça a transformé sa vie. Il a pu finir son histoire et la comprendre, alors qu'elle provient d'une autre vie. Alors après, on croit ou on ne croit pas, finalement, j'ai envie de dire, peu importe. Même les personnes qui ne croient pas dans la vie antérieure, même si c'est que des mensonges, finalement, ça va très bien aussi aux cartésiens. Moi, ce que je veux, c'est que la personne qui quitte mon cabinet puisse avoir un mieux-être, une meilleure compréhension et un changement dans sa vie, un changement palpable. Donc, je reprends quelques exemples que j'avais cités parce que j'avais conscience que j'en ai donné beaucoup. J'ai envie d'arrêter de fumer, j'ai envie d'arrêter d'avoir des pulsions vis-à-vis de l'alimentation, anorexie, boulimie par exemple. Est-ce que tu as eu l'occasion d'en faire? Est-ce que ça marche? Dans quelle proportion peut-être ça marche? Alors moi, j'ai pas trop l'occasion parce que c'est vraiment une hypnose spirituelle, régressive. Souvent on me contacte pour ça, pour arrêter de fumer, pour arrêter de manger. Mais pour moi, l'hypnose qui permet d'arrêter de fumer ou d'arrêter de manger va combler ce besoin à un instant T. Mais ce besoin, il pourra après déplacer sur autre chose. Moi, c'est plus large que juste arrêter de fumer. C'est possible. Une personne qui veut arrêter de fumer, on peut aller voir qu'est-ce qui l'a amené à se mettre à la cigarette, quelle addiction elle a, qu'est-ce que ça lui rappelle dans son enfance. Et moi, c'est plus large. C'est-à-dire que l'hypnose transpersonnelle, c'est vraiment retrouver sa mission de vie, communiquer avec un défunt, libérer des mémoires transgénérationnelles, des mémoires familiales, débloquer certains blocages énergétiques, recevoir des soins énergétiques et communiquer avec sa conscience supérieure. Recevoir des soins énergétiques? Recevoir des soins énergétiques. D'où? Par qui? Par la conscience supérieure. Et quelquefois de certains guides ou d'archanges, d'autres maîtres qui prodiguent ces soins-là. Comment ça se passe? Parce que dans quelle mesure est-ce que je peux avoir confiance quand je fais la séance dans les réponses qui me sont données? Si je te pose la question, à l'aune de ce que tu nous as dit tout à l'heure avec ton père quand tu étais avec Yann, qui te dit pourquoi est-ce que son appartement, vous n'arrivez pas à le vendre, ton frère et toi, et que tu es cartésien, donc attends, si vraiment ce qui se passe est réel, je veux que dans les semaines à venir, là, que cet appartement soit vendu. Ce qui a été le cas, donc ce qui est quand même énorme. Comment est-ce que tu peux, valider, ou comment la personne qui fait la séance peut se sentir peut-être rassurée par rapport aux informations qu'elle a reçues, entre guillemets. Si je te dis ça, c'est par exemple le nombre de personnes qui parlent de la mission de vie. Et d'autant plus peut-être à l'heure actuelle, parce que anxiolytiques, antidépresseurs, aujourd'hui, ça y va avec la crise que nous connaissons. Et nombre de personnes étant confinées chez elles, plus ou moins, on est confronté à être seul avec soi. Quelque part, c'est positif. Ça nous permet d'aller visiter certaines zones qui sont en jachère, qu'on voulait peut-être pas voir auparavant, et puis dire bon, ok, je veux bien changer, mais vers quoi? Pourquoi je suis là? Finalement, toutes les questions que toi, tu as eu l'occasion de découvrir au fil de tes voyages, de tes pèlerinages, c'est ça qui est génial, c'est qu'on apprend énormément
à enlever ses voiles et à toucher, je dirais, cet essentiel, à faire confiance à la vie, sur le changement de la vie. Ce qui est intéressant finalement dans ton parcours, que j'ai trouvé exceptionnel, c'est qu'on apprend beaucoup plus, alors c'est un avis personnel, hein, on apprend beaucoup plus en se mettant en mouvement, dans le réel et le concret, à travers des rencontres, des voyages, de se mettre en rapport à la différence. Et différents pays, différentes cultures nous ouvrent ça et nous permettent de nous découvrir avec une très grande vitesse. Et c'est pour ça que le pèlerin, hein, c'est celui qui enlève ses peaux, justement. Hein. Donc, ça vaut tout l'or du monde. On peut faire l'équivalent du pèlerinage en allant voir un thérapeute. Finalement, pas besoin effectivement d'aller bouger à l'autre bout du monde. On peut, en allant voir le thérapeute, faire ce pèlerinage sur place, en allant visiter intérieurement ces différentes sphères qui nous habitent. Mais pour le coup, ça pourrait paraître un peu moins tangible. C'est-à-dire, c'est nouveau pour moi, je reçois ça comme info, dans quelle mesure je peux me fier à ce que je viens de recevoir, puisque c'est nouveau et que ça peut paraître magique, fou et autres. Et un des éléments de preuve, entre guillemets, que ça peut paraître fou, c'est que quand toi tu as commencé à faire tes stages, tu en as parlé autour de toi, à tes amis, voilà, attends, mais t'es où Sylvain? Même toi, vis-à-vis de ta compagne, à un moment donné, tu dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Donc je réitère la question, j'ai dressé un peu le tableau pour que tu saisisses un petit peu le fond, à savoir dans quelle mesure des personnes qui viennent te voir, qui font ces séances, peuvent se sentir rassurées sur ce qu'elles reçoivent comme message de leur part en plus, parce que c'est pas toi qui leur dis, c'est ça le pire dans cette histoire. Peut-être quel retour tu as eu, quelles sont les sensations ou les sentiments que les personnes ont à la sortie de la séance. Voilà, si tu peux nous donner un petit peu Il y a beaucoup de choses dans ce que je dis, je suis désolé. Hein, non, mais pas de souci, j'ai tout bien assimilé et compris. Je dirais que c'est un peu la difficulté de où en est la personne sur son chemin. Il y a des personnes qui sont déjà bien avancées, qui sont méditants, qui ont beaucoup cheminé, qui se sont posé beaucoup de questions et reçu beaucoup de réponses. Et eux, je dirais que c'est un peu plus facile pour eux parce qu'ils connectent plus facilement, ils laissent plus facilement venir, c'est moins nouveau. Eux, ça donne les plus belles séances. Les personnes, les médiums, les méditants, les personnes qui laissent venir, c'est les séances les plus merveilleuses et les plus belles. Après, il y a des séances qui ne sont pas moins belles, mais qui sont peut-être un peu moins profondes ou plus laborieuses, parce que, justement, on remet en question, parce que la personne remet en question et elle se dit « est-ce que c'est bien moi ?» En fait, c'est simple, parce que comme on n'a pas l'habitude de se faire confiance, comme on a toujours l'habitude de se référer à une autorité extérieure à nous, et quand il y a une information qui vient de nous-mêmes, et tu l'as très bien dit, cette information, c'est pas moi j'accompagne. Et je me sers toujours de ce que la personne m'a dit. Moi, j'apporte rien de l'extérieur, même si je pense que c'est pas vrai, même si j'ai l'intuition que la personne elle capte quelque chose qui est faux. Moi, j'interviens pas parce que c'est pas mon rôle. Moi, j'accompagne. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes pour qui c'est plus compliqué déjà de comprendre qu'on a ce que j'appelle la conscience supérieure ou le guide intérieur. C'est-à-dire qu'on a tous en nous-mêmes une part sage et qui sait tout de nous. Et ça, il y a des personnes qui ont beaucoup de mal avec ça. Comme on a l'habitude de toujours se référer à une autorité, un gouvernement, la famille, un syndicat, une association, un ami, on ne se fait plus confiance. Mais qui, mieux que vous-même, peut avoir les réponses sur vous-même? C'est pas moi, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous. Et c'est ça que moi j'essaye d'obtenir. C'est dans cette direction que j'accompagne la personne. Et moi j'enregistre les séances. Parce que souvent on a tendance, certaines personnes ont tendance à remettre en question ce qui s'est passé lors de la séance. Mais là, elles ont un enregistrement qui est une ressource pour elles. Je leur propose de réécouter une fois par jour pendant 7 jours suivant la séance pour laisser mieux assimiler ce qui a déjà été dit et laisser venir une possible nouvelle information ou une autre synchronicité, un autre signe. Et comme ça, les personnes sentent bien que c'est pas moi qui mens, parce que on pourrait avoir la perversité de penser oui vous me dites ça mais j'ai pas du tout dit ça, je m'en souviens pas. Il y a l'enregistrement et après c'est ça, c'est se faire confiance, retrouver sa propre. Moi, si je pourrais résumer mon objectif, finalement, je fais une émission pour me présenter et me mettre un peu plus en avant, mais en fait
on s'en moque de ma personne. Ce qui est important, c'est vous. C'est ce que vous avez à capter, ce que vous avez à découvrir sur vous-même. Et moi, Yann Thibault, il a changé ma vie. Quand il m'a redonné les clés du camion, quand il m'a redonné ma souveraineté, il a changé ma vie. Alors, c'est pas un gourou, hein, attention, j'ai mon esprit critique sur lui. Oui, parce que tu dis, il m'a redonné, mais en même temps, c'est toi qui te l'as redonné. Voilà, par ces mots, il a activé quelque chose. Ça y est, je peux être moi-même. Je peux être moi-même. Et c'est ça mon message. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir des deux pratiques que je propose, c'est vous redonner votre propre autorité, votre propre souveraineté. Vous redonner le pouvoir. Et pas quelqu'un d'autre. Vous-même. Tu mentionnes donc autant à travers l'hypnose transpersonnelle, on peut aller connecter donc son chemin de vie, de ce pourquoi on était là, donc grosso modo les contrats qu'on avait décidés avant de s'incarner, ce qui peut nous amener à notre regard effectivement sur notre vie. On peut peut-être effectivement douter de ces mêmes messages qu'on se donne à soi-même. En même temps, on peut sentir qu'il y a une sagesse entre guillemets qui est véhiculée dans ce qu'on reçoit, qui n'est pas celle du petit Laurent ou du petit Sylvain ou voilà, il y a quelque chose de plus grand et qui est de l'ordre du ressenti. Tout à fait. Parce que ça c'est aussi intéressant, c'est quand on est dans cet état de transe et qu'on reçoit l'information, quelles sont les sensations qui peuvent être ressenties par les personnes. Exemple par rapport à la mission de vie, est-ce que c'est les frissons, les poils qui se dressent sur la peau, est-ce que c'est des pleurs, est-ce que c'est de la joie, est-ce que c'est de la compréhension? Eh ben, souvent, il peut y avoir des frissons, comme tu dis. Moi, ça passe beaucoup par les frissons. Et la sagesse, comme tu dis, on le sent. La vibration, la couleur des mots est différente. Et on le sent au plus profond de nous-mêmes. Les personnes ressentent également au plus profond d'elles-mêmes que c'est sage, c'est serein, c'est calme. C'est pas agité comme une pensée émotionnelle. C'est calme, c'est serein, et c'est un grand bien-être, et c'est sage. Comme si on était une vieille personne qui nous parlait, comme si, vous savez, ce vieux sage avec sa canne, ou ses longs cheveux blancs, sa barbe, c'est ça, la couleur des mots est différente, et on le ressent. Pour peu qu'on veuille le ressentir, parce qu'il y a des personnes aussi qui n'acceptent pas. Parce que je pense qu'on est... Moi, par exemple, au GR20, quand j'ai rencontré cet homme, c'était le moment pour moi de recevoir tous ces messages et ces informations. D'autres amis qui étaient avec moi ce jour-là, c'était pas le moment pour eux et ça n'a pas résonné en eux. Donc, j'ai envie de dire, le message, si vous êtes prêt à le recevoir, vous allez le recevoir. Et c'est vrai qu'il y a des séances où il y a des personnes qui remettent beaucoup en cause ce qu'elles ont vécu. Et c'est pour ça que l'enregistrement est intéressant. Et les jours d'après sont très très intéressants parce que vous avez ouvert votre chakra couronne, vous avez ouvert votre conscience. Et après, il se passe des choses les jours d'après qui sont quelquefois incroyables. On a des messages. J'ai vu une personne qui avait un doute sur un message. Elle se posait la question, elle ne savait pas quoi faire. Et là, elle est en voiture. Et devant elle, il y a un camion où c'est marqué exactement le mot qu'elle avait reçu en séance. Et un mot qui est pas, je peux pas citer de marque, mais c'est pas un mot courant, quoi. C'est vraiment un mot ciblé. Et là, c'est dit, ah ouais. Enfin, c'est ça que je dis souvent aux personnes, c'est que il y a plus de grandes confirmations en séance d'hypnose transpersonnelle que de grandes révélations. Parce qu'on a tout, notre conscience supérieure, elle communique toujours avec nous. Vous savez, cette petite voix sage qui nous prodigue toujours des conseils et que souvent, ça dépend. Moi, je pense que souvent, je ne l'ai pas écouté. Maintenant, je suis de plus en plus à l'écoute d'elle. Mais on a toujours tout eu, toutes les informations. Mais est-ce qu'on a été capable de l'écouter et d'accepter ça? C'est ça, c'est que nous, en France, on est vraiment dans une conception particulière. Je pense que l'héritage du christianisme, du judéo-christianisme, fait que on doit être parfait, on doit ressembler à un modèle, correspondre à quelque chose qui existe déjà, alors que non, on est tous différents. On a tous à être qui on doit être. Mais on ne doit pas être le voisin, on ne doit pas être la voisine, on doit être nous-mêmes. Et pour être nous-mêmes, on est aidé, on est guidé, on reçoit des messages. Alors, laissons venir ce message-là. Qu'est-ce qu'il en est pour... tu parles des traumas, alors je sais pas, ça peut être... je prends l'exemple de viol. Dans quelle mesure est-ce que, là pour le coup, l'hypnose transpersonnelle intervient? C'est-à-dire que si, par exemple, on parle d'une hypnose, j'allais dire classique,
Il s'agit d'aller voir l'inconscient pour, on va dire, porter un autre regard vis-à-vis de la scène de viol, par exemple, qu'on a pu recevoir, ou du trauma en question, et d'y apporter peut-être beaucoup d'amour vis-à-vis de cette scène-là. Ou voire des fois on peut reconfigurer la scène, la revivre, mais en étant totalement détaché, spectateur, ce qui nous amène à ne plus entre guillemets, en être victime. Dans quelle mesure est-ce que l'hypnose transpersonnelle pourrait placer un regard ou un sens différent avec l'hypnose vis-à-vis de ce genre d'expérience, par exemple? Tout à fait. Mais déjà, merci de rectifier ce mot de victime. Parce que moi, c'était un de mes objectifs quand j'étais juriste dans cette association d'aide aux victimes, c'était de dire aux personnes, vous n'êtes pas victimes. Vous êtes des personnes qui ont été victimes à un moment donné de leur vie. Vous êtes avant tout une personne. Et c'est tout à fait ça. L'hypnose peut, pour peu, et là, je dirais que c'est peut-être la difficulté de l'hypnose, c'est laisser venir ce qui vous vient. Et la difficulté de beaucoup de choses, finalement, quand on réfléchit, c'est laisser venir ce qui vous vient. Et accepter ce qui peut vous venir. Alors, j'ai souvent, particulièrement aujourd'hui, avec tous les événements, avec le hashtag MeToo, on vit vraiment une période où tout ce genre d'événements, d'agressions sexuelles, de viols, d'inceste, remonte à la surface de la société. C'est malheureusement encore un tabou, mais ça l'est de moins en moins. Il y a une plus grande ouverture et il y a beaucoup de personnes qui veulent faire une séance pour ce genre de problème. Alors l'hypnose transpersonnelle, qu'est-ce que permet cet outil là-dessus? C'est vraiment, c'est une meilleure compréhension. Moi, je me souviens, il y a 3 semaines, une séance avec une femme, c'était exceptionnel. Elle avait subi des attouchements et des agressions sexuelles de la part de sa famille. Et elle a revécu des moments comme ça. Enfin, quand je dis revivre, elle n'a pas ressenti physiquement, elle n'a pas revu la scène, mais elle a compris qu'est-ce qu'elle était venue chercher à travers cette expérience-là. Et aujourd'hui, elle vit beaucoup mieux avec ça et c'était une séance exceptionnelle. C'était une des plus belles séances que j'ai été amené d'accompagner, quoi. Et c'est vraiment ça, revivre le traumatisme, mais pas en le revivant physiquement, mais à comprendre qu'est-ce qui s'est joué, qu'est-ce que j'avais à apprendre, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie, et qu'est-ce que ça m'a permis de changer dans ma vie, et quels apprentissages j'ai tirés de cette expérience-là. Au-delà du fait, moi je crois que le bien et le mal n'existent pas, au-delà de la connotation mauvaise qu'on lui donne, dans chaque expérience que l'on vit, il y a une leçon. Et là, l'hypnose transpersonnelle peut aider à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu un contrat d'âme avec l'agresseur, est-ce que la personne aussi, parce que souvent, alors ça je suis obligé de le dire, mais souvent la personne qui a été victime, dans cette vie-là, a elle-même été bourreau dans une autre vie. Et là c'est intéressant, parce que là on bascule. Ah ouais. Et qu'est-ce que ça permet? Ça peut permettre, grâce au côté thérapeutique et psychologique, de venir, et de l'alchimie émotionnelle, parce que moi je glisse aussi dans l'hypnose transpersonnelle un peu d'alchimie émotionnelle, venir guérir le besoin, guérir le traumatisme. Qu'est-ce qui s'est joué? Quel traumatisme vous en avez retiré? Est-ce que par exemple c'est un manque de confiance en vous? Est-ce que c'est un problème avec votre corps? Et grâce à l'hypnose transpersonnelle et un peu d'alchimie émotionnelle, je peux aider la personne à libérer la mémoire et à transformer, parce que c'est ça l'alchimie émotionnelle, c'est transmuter une émotion perturbatrice, négative, lourde, en une autre émotion plus légère, plus joyeuse, plus positive. Tu vois, j'allais justement passer à l'alchimie émotionnelle, puis tu fais toi-même la transition, donc super. Parce que j'allais te demander, finalement, tu as 2 outils là, et dans quelle mesure est-ce que tu te sers de l'un et ou de l'autre? Donc maintenant qu'on a quand même pas mal axé sur l'hypnose transpersonnelle, quand tu nous parles de l'alchimie émotionnelle, dans quel cadre finalement tu l'utilises? Ok. Alors l'alchimie émotionnelle, c'est un terme qui parle à peu de personnes, mais que j'affectionne particulièrement parce que je trouve ça très poétique. Et c'est pour rappeler comme l'alchimie se transforme le plomb, l'étain, le fer, le cuivre en un autre métal, en l'or, comme dit la légende, ou plus qu'une légende d'ailleurs selon moi.
peu importe. Nous, grâce à l'alchimie émotionnelle, je dis nous parce que moi aussi, ça fait plus de 4 ans que je travaille avec cet outil. Et pour moi, c'est plus qu'une thérapie. Je l'utilise dans le cadre thérapeutique, mais pour moi, c'est un nouveau mode de vie. C'est une hygiène de vie, ouais. C'est une nouvelle façon de vivre. C'est laisser venir tout ce qui nous vient. Et l'alchimie émotionnelle, c'est quoi? C'est la transmutation d'une émotion en son opposé positif. Donc il y a 3 grandes familles d'émotions, classiquement, qui peuvent se décliner en d'autres. Peur, tristesse, colère. Moi, je vais vous accompagner à vivre physiquement votre émotion, tout en étant conscient de ce qui se passe dans votre corps. Et grâce à ça, c'est un processus vraiment totalement naturel, spontané. Vous allez transformer cette peur, cette tristesse, cette colère en puissance, en amour, en lucidité, en sagesse, en bien-être. C'est ça. Donc là, par exemple, au regard de la colère qu'on pourrait avoir vis-à-vis de notre gouvernement, de sentiment d'impuissance, hein, puisque on est plus ou moins dans notre cellule, hein, reclus ou enfermés dehors, hein, certains diraient à l'heure actuelle. Quelle invitation tu donnerais là, par exemple, pour le collectif, en utilisant peut-être l'alchimie émotionnelle? C'est de laisser venir tout ce qui nous vient. On est parfait. Notre nature. On fait partie de la nature. On dit toujours la nature est bien faite, la nature est parfaite, mais nous sommes partie intégrante de cette nature. Nous sommes naturellement, on est parfait, donc laissons venir tout ce qui nous vient, laissons vivre. On vit dans une société où on parle toujours de contrôle, de gestion. Alors moi ça m'horripile un peu, je sais que c'est un peu à la mode la gestion des émotions, mais moi ça m'horripile ce terme de gestion. Gérer, contrôler, la maîtrise de soi. Non. Moi, ce que je propose, c'est une approche totalement différente. C'est le laisser vivre, c'est le laisser venir. Et si on a confiance en notre être véritable, en notre nature profonde, tout va se transformer, on va pouvoir devenir l'être que l'on a à devenir. Et là, qu'est-ce que je conseille aux personnes qui ont de la colère? C'est de transmuter cette colère. Laissez vivre. Si vous la ressentez physiquement, si vous sentez l'accélération du rythme cardiaque, si vous sentez des tremblements, des fourmis dans les mains, dans les bras, dans les jambes, vous vous mettez dans la position où vous êtes le plus confortable. Souvent, c'est allongé, mais il y en a qui préfèrent en tailleur ou autre. Et vous laissez venir tout ce qui se passe, tout en restant conscient de ce qui se passe dans votre corps. Comme un scientifique, comme les méditants le savent très bien, vous observez votre corps et vous laissez venir ce qui se passe. Et cette colère, elle va se transformer en puissance. Mais pas une puissance destructrice, pas une puissance qui va nous amener à aller dans la rue, à vouloir manifester, à détruire. Non, au contraire, une puissance pour être solide, pour pouvoir agir. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on est souverain, on a notre propre autorité. Vous savez, c'est nous sommes la majorité, le peuple c'est la majorité. Si nous-mêmes on travaille sur nous, si nous-mêmes on change, ça nous permet de trouver d'autres alternatives et de construire le monde nouveau que beaucoup souhaitent. Donc c'est un retour à l'autonomie en fait. C'est un retour à l'autonomie totalement. Et moi c'est ça qui me plaît dans ces 2 outils. Tout d'abord parce que l'alchimie émotionnelle c'est ce que j'utilise moi personnellement, presque quotidiennement, et ça a changé ma vie. J'arrête de contrôler. Parce qu'on veut contrôler, on veut être parfait. On veut répondre à cette image de perfection très chrétienne, où on doit répondre à un modèle, à un exemple, et être comme les autres. Mais non, on est tous différents. On est tous différents. Et tout à l'heure, je ne crois pas avoir répondu à ta question. Dans quel cas j'utilise l'hypnose transpersonnelle et dans quel cas j'utilise l'alchimie émotionnelle? L'alchimie émotionnelle, pour moi, si je trouve que c'est un nouveau mode de vie, je l'utilise vraiment en séance, tant à mon cabinet en physique qu'en visio d'ailleurs. Je tiens à préciser parce que la visio. Je vais te poser la question. Ouais. On pourra en reparler plus tard si tu veux. Je le vois plus l'alchimie émotionnelle comme un outil thérapeutique. Donc pour moi, je vais plus l'utiliser quand je sens que la personne a beaucoup de freins. Ce que j'appelle moi les freins à l'hypnose, les difficultés à l'hypnose. Tout le monde est hypnotisable, mais il y a certains freins. Et les freins, c'est quoi? Ils sont d'ordre émotionnel et idéologique ou de croyances limitantes. Donc, des fois, il y a certaines séances d'hypnose qui sont moins efficaces que d'autres parce que la personne ne croit pas... Trop dans le contrôle aussi. Ouais. Trop dans le contrôle. Alors que moi, ce que je prône, c'est le lâcher prise.
même Laisser aller, faire lâcher plus prise, laisser aller, laisser venir que lâcher prise. Mais pourquoi pas lâcher prise aussi, quoi. Et l'hypnose, pour moi, c'est plus une expérience unique où on va comprendre quel lien on a eu, quel lien on a avec nos enfants, notre conjoint, nos amis, si on a des difficultés d'ordre professionnel, si on pense à une reconversion, si on veut accéder à notre mission de vie. Parce que vraiment, c'est ça, l'hypnose transpersonnelle, il y a deux grandes parties. C'est la partie exploration de vie, soit un moment de la vie actuelle, soit un moment d'une vie antérieure. C'est pas moi, parce que moi je décide de rien, ni la personne qui décide. C'est vraiment la première chose qui vient. Et la première chose qui vient, c'est ce dont la personne a besoin, là, tout de suite, à l'instant T de la séance. Et la deuxième partie, c'est l'échange avec la conscience supérieure, la partie la plus sage de nous, qui va nous permettre d'avoir un dialogue. C'est moi qui vais poser des questions, en lien avec ce que j'aurais vu lors d'un entretien avant la séance côté avec la psychologique. personne. Et la personne va pouvoir recevoir tous les messages qu'elle a besoin de recevoir à ce moment-là, de sa conscience supérieure. D'accord, donc l'hypnose transpersonnelle sert à ça, et l'alchimie émotionnelle, c'est plus pour permettre de lâcher un peu toutes les brides qu'on s'est mis, et être un peu plus dans le flux de la vie, sachant que c'est une hygiène de vie ou un art de vie, donc c'est quelque chose aussi qui s'apprend à condition d'appliquer les exercices que tu proposes régulièrement. Pour faire du vélo, il faut monter dessus, peut-être tomber, recommencer, enfin voilà, c'est comme tout. Donc c'est quelque chose qui s'apprend aussi. Oui, et l'alchimie émotionnelle, c'est vraiment ça. Moi, c'est ce qu'on appelle une thérapie brève. Et c'est vous réapprendre ce processus. Parce que moi, ce qui me plaisait dans l'enseignement de Yann Thibault, c'est que il nous donne des clés. Et après, nous, on est autonome, on peut se débrouiller tout seul. Moi, j'avais commencé une psychanalyse assez traditionnelle, de Lacan. Et pour moi, c'était assez long. Je parle souvent, sans critiquer, sans remettre en question. Évidemment, chaque approche a son intérêt. Mais juste conscientiser un problème, ça suffit pas. Il faut le vivre physiquement, selon moi. Selon mon approche, c'est vivre physiquement le traumatisme. Parce que juste le conscientiser, ça suffit pas. Par exemple, moi, je pense souvent à Fabrice Luchini. Une fois, j'avais vu une interview de lui où il dit, dans son style excentrique, il dit moi, ça fait 40 ans que je fais une psychanalyse, je dois être le névrosé le plus conscient de mes problèmes. Et ça m'a marqué, parce que je me dis, donc lui aussi a conscience, d'être conscient de ses problèmes, mais de ne pas les avoir réglés. Alors que la chimie émotionnelle, ça permet de régler les problèmes, parce que qu'est-ce que permet la chimie émotionnelle ? Pourquoi revivre les émotions ? Moi, j'ai l'impression que l'émotion, c'est un peu la partie oubliée de toutes les thérapies. On entend rarement parler d'émotion, de plus en plus aujourd'hui, mais quand même assez peu à mon avis. En fait, c'est quoi une émotion ? Une émotion, c'est ce qui a été créé au moment d'un traumatisme, en général, lors de l'enfance, la petite enfance, lors de la naissance, lors de la vie intra-utérine, peut-être dans une vie antérieure. Et ce traumatisme a créé quelque chose dans le corps. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, dans notre vie, aujourd'hui, souvent on croit que le problème vient du présent, mais en fait le problème ne vient pas du présent. Le problème, il vient du passé. Donc, par exemple, je prends souvent cet exemple, cette personne m'énerve. Laurent, qui est tout à fait sympathique, Laurent m'énerve. Pourtant, il y a 10 autres personnes à côté de moi adorent Laurent. Laurent est très sympathique, il est génial, mais moi, il m'énerve. Pourquoi ? Parce que en fait, Laurent va venir me rappeler un personnage de mon enfance et je vais faire un transfert sur lui. Donc en fait, ça me coupe de ma réalité et c'est pour ça qu'on transmute. Beaucoup de personnes me disent, moi, j'ai pas de problème avec mes émotions. J'ai eu une personne la semaine dernière qui m'appelle, elle voulait maigrir. Elle avait déjà fait de l'hypnose pour arrêter de fumer. Moi, je lui dis, vous savez, mon approche de l'hypnose, elle est plus large que simplement arrêter de maigrir, mais je peux vous aider grâce à l'alchimie émotionnelle pour voir, parce que l'appétit, le fait de l'alimentation a une origine totalement émotionnelle. Enfin, en tout cas, l'alimentation problématique. Et elle me dit, non, moi, j'ai pas de problème avec mes émotions. Et je vous rappellerai. Finalement, elle m'a jamais rappelé ce que j'accepte totalement. Mais c'est pour dire que beaucoup de personnes ne pensent pas avoir de problème avec leurs émotions, mais on a tous des problèmes avec nos émotions. Moi, je connais personne qui n'a pas de problème avec... Peut-être le Dalai Lama, et encore. Et donc, moi, je vais vous aider, je vais vous accompagner
à retrouver ce processus spontané de guérison, de transformation de l'émotion. Parce que quand l'émotion revient, c'est que c'est le moment pour elle d'être guérie, d'être transformée. Et c'est ça qui me fascine, c'est que moi, à chaque fois que quand je vois une personne transmutée, mais elle rayonne, elle a le sourire, elle renaît. Il y a des personnes qui me disent « Merci, j'ai pu renaître grâce à vous ce jour-là ». Et c'est beau de voir un être en pleine expansion et en plein épanouissement. Et c'est ça qu'on veut. Parce que l'émotion nous coupe de la réalité. Et pourquoi ça nous coupe de la réalité ? Parce que ça s'est stocké dans l'inconscient. Moi, je dis souvent, on est des inconscients sur pattes. Du coup, plus on va travailler sur nous-mêmes, et ça pourrait être un des conseils que je donne aux personnes qui sont en colère contre le gouvernement. Bon, après, il y a des colères légitimes. Moi, je parle des colères pathologiques, celles qui ont été traumatisantes. C'est que plus vous allez travailler sur vous-même, plus vous allez pouvoir voir le réel tel qu'il est réellement. Sans filtre, sans nos émotions. Et je pense, selon moi, mon approche de la vie, que c'est ça finalement la vraie spiritualité. C'est se dégager de guérir notre inconscient, guérir l'être intérieur, l'enfant intérieur blessé, pour pouvoir renaître à la vie et être qui on a à être. Lorsque, tout à l'heure, tu nous as mentionné le fait que tu pouvais donc faire des séances par Skype, par exemple, en visio en l'occurrence, parce qu'on arrive déjà à la fin de cette émission. Alors, deux choses. Donc, tu es où en Auvergne pour ceux et celles qui souhaitent venir te voir directement en présentiel ? Alors moi, je suis dans un petit village, charmant village, qui s'appelle Courgoul, qui est situé à 45 minutes de Clermont-Ferrand, ou à 25 minutes d'Issoire. Pour tous ceux et celles qui sont francophones, ici ou ailleurs à l'étranger, qui souhaitent te contacter, donc c'est une séance qui a lieu par Skype en l'occurrence ? Par Skype, Zoom ou en visio, je m'adapte à tous les outils de la personne. Et donc ça, c'est pas un problème ? Non, c'est pas du tout un problème, et même au contraire, je dirais qu'il y a même certaines séances qui sont encore plus belles en visio qu'en présentiel. Alors moi, je préfère présentiel parce que j'aime le contact humain, mais ça marche totalement en visio. Et il y a des personnes qui préfèrent être en visio parce qu'elles sont chez elles sont dans leur lit, dans leur canapé, et le laisser venir s'opère plus facilement. D'accord. Et ça marche totalement. Enfin, là, en plus, avec le confinement, avec l'expansion du télétravail, des télécommunications, on vit vraiment une expansion de ce phénomène et ça fonctionne vraiment très très bien. Sylvain, un grand merci. Je rappelle ton site internet sylvainvouillon.fr. Sylvain Vouillon, tout attaché en un mot. Vouillon, V-O-U-I-2-L-O-N. Avec l'hypnose transpersonnelle et l'alchimie émotionnelle. Un grand merci Sylvain pour t'être confié en transparence et merci pour ton approche, j'allais dire humaine. C'est con, hein, mais l'importance des émotions, tu l'as précisé, elle est de plus en plus grande sur le fait que c'est la clé pour pouvoir accueillir et nous transcender, nous transmuter, puisqu'on parle d'alchimie. L'image qui me venait tout à l'heure, c'était vraiment cette notion de métamorphose entre la larve qui est dans sa gangue, sa chrysalide pour devenir papillon. Donc merci d'aider ceux et celles qui viennent à toi à pouvoir se découvrir papillon et quitter la larve qu'ils étaient. Donc bon vent à toi. Merci beaucoup à toi, merci de me permettre de m'exprimer et d'exister, parce que l'expression de soi, ça permet d'exister. Et voilà, puis l'alchimie émotionnelle, juste pour finir, ça convient même aux personnes qui ne sont pas spirituelles, qui ne sont pas ouvertes à la vie après la mort. Vu que je fais les deux, des fois ça apporte la confusion, il y en a qui me disent oui c'est un peu perché ce que tu fais. L'alchimie émotionnelle c'est vraiment très cartésien quoi. Pour un cartésien c'est parfait, il y a juste laisser venir, laisser vivre, il y a la transformation et c'est palpable, on le voit tout de suite, on en est sûr. Et voilà, vraiment merci beaucoup. Et oui, ce que je voulais rajouter, faut juste après j'arrête, je sais que je suis très bavard. Non, y a pas de problème. Merci aux personnes que j'accompagne parce que c'est vraiment à double sens. Les personnes me remercient beaucoup, mais moi j'ai envie de les remercier parce que c'est vraiment une activité qui me permet de côtoyer des personnes merveilleuses, fabuleuses et vraiment belles. Et je suis très heureux de faire ce métier. Donc merci à elles et merci encore à toi.
pour la suite de nos programmes ou les compléments d'information suite à ce programme, eh bien, vous êtes sur YouTube, c'est très bien. Vous avez dans le descriptif de la vidéo un lien qui vous ramène sur la page d'Immédia consacrée à cette émission avec Sylvain. Vous avez toutes les informations nécessaires pour le contacter, son mail, son numéro de téléphone, sa page Facebook, son site internet, sa chaîne YouTube aussi. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Et puis, vous avez apprécié cette vidéo, super, un pouce vers le haut. Vous l'avez pas apprécié, un pouce vers le bas. Ce qui est intéressant, je vous le rappelle, c'est ce fameux pouce, parce que vous êtes très nombreux à voir les vidéos, mais n'oubliez pas le pouce, parce que c'est ce qui permet à cette vidéo de circuler plus facilement et d'être mieux référencée sur Internet. Donc mettez un pouce si vous l'avez apprécié, s'il vous plaît. N'hésitez pas, encore une fois, à laisser un commentaire, que ce soit sur le site d'Immédia ou dans les commentaires sous la vidéo YouTube, au même titre que de la partager si cette dernière vous a plu. Peut-être que ça pourrait aider ou accompagner d'autres personnes. Donc faites circuler l'information. Pour nous suivre, là aussi, à vous abonner à notre chaîne YouTube via Immédia ou notamment sur la page Facebook d'Immédia. Abonnez-vous, comme ça les dernières sorties, publications, vous êtes tout de suite informés. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Là aussi, de participer financièrement si vous estimez que nos programmes vous aident, vous accompagnent, vous en êtes nourris. N'hésitez pas à nous nourrir à votre manière avec une donation en fonction de vos bourses. En vous souhaitant une bonne continuation, prenez soin de vous. On se retrouve le mois prochain. Au revoir à tous.